Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'être avec vous cet après-midi à Créteil, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai des très bons souvenirs. C'est effectivement ici que j'ai passé mon bac de voile. C'était, j'ose pas vous dire la date, dans les années 80, et il y avait un magnifique plan d'eau, et vous pouvez passer une option voile au bac à l'époque, et j'ai passé cette option bac. Et puis la deuxième raison, parce que mes aventures extrascolaires vous intéressent finalement assez peu, ce que je comprends, et le deuxième sujet de satisfaction, c'est que on boucle la boucle aujourd'hui. C'est la dernière réunion publique de 12 réunions qui ont eu lieu sur 12 thèmes différents. Tout avait commencé à Nogent-sur-Marne, voilà, au pavillon Baltard, je m'en souviens très bien, on avait parlé inondations et risques naturels, puis on est allé à la Alpajol à Paris pour parler de la nature en ville. Ensuite, nous avons posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour parler de la reconquête et le renouveau de ces quartiers en difficulté. Puis ensuite, nous sommes allés à Suresnes pour parler du logement, à Sceaux. Ensuite, vous vous en souvenez, Monsieur Guiraud, où nous avons une réunion publique sur la transition énergétique. Ensuite, nous sommes allés dans un lieu tout à fait étonnant, la fabrique du métro à Saint-Ouen, pour parler évidemment transport et de ce Grand Paris Express. Puis à Pantin pour tenter de trouver des solutions au déséquilibre métropolitain. Étape suivante, on était à Thiais, où il commençait à faire très chaud. Nous avons débattu d'économie circulaire. Ensuite, à Gennevilliers, là, il faisait vraiment carrément chaud pour évoquer le Grand Paris de la ville productive et marchande. Puis au Bourget, où pour le patrimoine et la culture, là, c'était bouillant. Enfin, ici, les Moulineaux, c'était lundi dernier. On a parlé innovation avec André Santini. Enfin, aujourd'hui, nous allons évoquer un grand sujet, la lutte contre les pollutions. Alors, inutile de vous dire que ce dossier est évidemment d'actualité et que le chantier est immense. L'objectif, la neutralité carbone en 2050, implique une réduction par 4, et je vois déjà M. Taureau qui donne ligne de la tête, mais on va en débattre, implique une réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre. En attendant, l'Agence de santé publique France estime que 6600 décès prématurés par an pourraient être évités sur le territoire de la métropole. Mais la pollution de l'air n'est pas la seule. On va également parler du bruit. 77% des métropolitains sont exposés à des niveaux élevés de bruit. On va ici parler de la pollution de l'eau, peut-être de la pollution de la terre. Comment lutter contre ces pollutions? Est-ce que les moyens mis en œuvre sont à la hauteur? Eh bien, c'est l'objet de cette réunion publique avec vous dans la salle, et on compte sur vous évidemment pour poser des questions, mais aussi avec tous les internautes qui nous suivent en streaming, et je les salue, ces internautes. Ils sont sur le site métropolegrandparis.fr/Scott, où l'on peut revoir d'ailleurs l'intégralité de ces 12 réunions publiques. L'idée de ces réunions, c'est vraiment de répondre à vos questions, d'être le moins jus de crâne possible et le plus terre à terre possible, savoir comment on peut véritablement avancer. Il y a des questions que vous allez pouvoir poser à nos experts et aux élus qui vont prendre place dans quelques minutes derrière moi. Et les internautes, vous pouvez d'ailleurs aussi poser vos questions comme vous l'avez fait au cours des 11 réunions publiques précédentes sur Twitter, le hashtag ScottMGP, ScottMGP comme métropole du Grand Paris. Je vais tout de suite appeler Daniel Guiraud, qui est vice-président de la métropole, délégué à la mise en œuvre, à la stratégie environnementale et au développement des réseaux énergétiques. Vous êtes maire des Lilas. Restez là. Allez pas vous cacher. Un petit mot d'accueil, Daniel Guiraud. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions? Voilà, finalement? Alors de celle-ci, j'attends beaucoup parce que vous avez joué la carte. Alors il faut, vas-y. Allez-y. Oui, ça marche. Du qualitatif, puisqu'on n'a pas un auditoire très nombreux, mais il est sur Internet, l'auditoire. C'est vrai que c'est les vacances, voilà, on le savait un petit peu. La fin de la canicule, ouais. Et puis des réunions où vous les connaissiez par cœur, c'est quand même la 12e. Alors pourquoi 12 réunions sur 12 thématiques du schéma de cohérence territoriale? Simplement parce que ça nous apprend.
C'est pas seulement un flux unilatéral où des sachants ou soi-disant sachants expliqueraient la vie au public. C'est aussi à partir de réflexions qui sont formulées dans les réunions que parfois des idées qui échapperaient totalement aux élus, aux techniciens, aux administratifs. Il y a parfois la réflexion de bon sens qui émane d'une personne dans le public. Pas toujours, on entend aussi des suggestions parfois non opérantes, je dirais, mais parfois il y a des idées comme ça qui nous permettent de progresser. Donc je crois que c'est toujours bon d'avoir des échanges interactifs, et donc d'où ça permet d'avoir quand même un échantillon un peu représentatif de l'état d'esprit de la population en réaction sur chacune des thématiques du schéma de cohérence territoriale. Alors qu'est-ce que le schéma de cohérence territoriale? Dans le temps, on appelle ça des schémas directeurs. Je sais pas, bon, on a l'habitude, en terminologie, de modifier au fil des ans. C'est considéré comme bien d'innover en changeant les appellations. Voilà, mais bon, enfin, c'est une sorte de planification à l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de la planification des années 60, même des années 70. On est beaucoup plus sur du court terme, sur du long terme, mais néanmoins on fixe des objectifs. Et puisqu'on va parler d'environnement, il y en a un qui est extrêmement important. C'est celui qui est fixé par la COP 21, c'est cette grande conférence mondiale qui s'est tenue à Paris en décembre 2015. Voilà, et je sens Ludovic Toro qui boue déjà d'impatience. Non, mais je connais Ludovic Toro, il ne boue pas, il se concentre. Et donc l'objectif, c'est de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés maximum par rapport au début de l'ère pré-industrielle. Alors 2 degrés, c'est pas le thermomètre, c'est pas la variation de 2 degrés d'un jour sur l'autre, c'est la moyenne d'élévation des températures. Et c'est vrai que 2 degrés maximum, c'est déjà une élévation considérable de température. Et la recommandation qui est faite par la COP 21, c'est d'essayer d'aller à plus 1,5 degré maximum. Bon, alors, je me permets de vous interrompre parce que vous rentrez déjà dans le débat et je voudrais, avant que nous débattions, que nous demandions à Guillaume Poiret de venir nous rejoindre, parce que Guillaume Poiret, vous allez l'applaudir, évidemment, parce qu'il est vice-président de cette université chargée notamment du patrimoine. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. En fait, c'est d'autant plus un plaisir pour nous que l'UPEC est elle est très au fait de ces questions pour 2 points. La première, c'est qu'en termes de recherche, et on aura l'occasion de le voir, on a des laboratoires qui sont spécialisés sur ces domaines d'études, qui travaillent non seulement sur les effets de la pollution aérienne, mais également sur les conséquences que ça peut avoir sur les populations. Je vois Régis qui est au laboratoire, donc eau, environnement et système urbain, ce qui, rien que son nom, indique bien un peu sur quoi il se concentre. Et puis Mathias qui est en face sur l'Observatoire des systèmes des sciences de l'univers, qui grosso modo, effectivement, sont 2 laboratoires extrêmement importants pour notre université et qui en plus ont désormais une installation spécifique pour travailler sur ces questions, qui est la Maison des sciences de l'environnement, située à quelques centaines de mètres, on va dire, de ce campus. Là, on est dans le campus du droit, et puis ils ont un campus spécifique où ils ont aujourd'hui de nouveaux éléments d'études pour travailler sur ces questions. Donc il y a une part recherche, et puis pour nous, il y a une part formation également. Il s'agit de former nos étudiants dans leur comportement de tous les jours, ce qui n'est pas toujours le plus évident, mais également dans leur futur cursus, à les sensibiliser à ces questions et les spécialiser parfois pour certains d'entre eux dans l'étude et l'analyse des évolutions des systèmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. Donc l'UPEC est heureuse de vous accueillir, mais l'UPEC est heureuse qu'on mette en avant aussi son excellence sur ces questions-là. Elle a fait de 2 thèmes sa bannière, qui sont les transformations sociétales et transformations environnementales, en liant précisément les 2, puisque je pense que ce sera un peu l'objet de ce débat. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il faut changer les modes de vie pour changer à terme les conséquences que nous avons sur le milieu. Et évidemment, c'est pour cette raison que les gens de la métropole du Grand Paris ont choisi évidemment de venir tenir cette réunion publique à Créteil. Merci beaucoup Guillaume Poiret. Je me retourne vers vous, Daniel Guiraud. Alors, évidemment, nous, on commence à connaître un petit peu le sujet. On a fait 12 réunions publiques, mais il y a peut-être des gens, c'est la première, qui ne connaissent pas les fondamentaux. Peut-être en quelques mots, rappelez ce que c'est que cette métropole du Grand Paris. Alors, la métropole du Grand Paris, c'est une création récente, puisqu'elle a 3 ans et demi d'existence.
Elle a été créée par deux lois avec des sigles barbares qui sont la loi MAPTAM et la loi NOTRe en 2014 et 2015. Elle a pris effet au 1er janvier 2016. Je dirais que c'est le bloc communal. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est le bloc communal? Notre pays est composé territorialement de communes. 35 000 et quelques communes, puisque certaines ont fusionné dans le cadre des communes nouvelles récemment. Et ce grand nombre de communes, le législateur a très justement souhaité procéder à des regroupements, non pas autoritaires en fusionnant d'autorités des communes, mais en les incitant à travailler ensemble dans le cadre d'établissements publics, coopération intercommunale. Donc il y a partout en France des grandes communautés d'agglomération. Alors les noms ne sont pas les mêmes selon les régions, donc c'est des territoires, des établissements publics territoriaux, des territoires. Donc il y a 12 territoires dans la métropole du Grand Paris. Et ces 12 territoires sont organisés à une échelle métropolitaine, c'est-à-dire en gros la zone dense de l'Île-de-France. Pratiquement jusqu'aux confins des terres agricoles. La carte, c'est ça. Quand on commence à voir un pré, un bout de champ ou une forêt, c'est qu'on est sorti de la métropole. On est sorti de la métropole, voilà. Même s'il n'y a pas de frontières étanches, mais néanmoins c'est ça. Donc voilà. Donc la métropole, elle a pour but de mutualiser un certain nombre d'acteurs pour mettre en synergie des politiques. On ne peut pas faire tout seul dans son coin. Simplement, moi, je peux prendre toute édition que je veux en matière environnementale sur le territoire des Lilas, mais la portée sera limitée. En revanche, si on commence à travailler dans l'établissement public territorial Est ensemble, c'est-à-dire 9 communes autour des Lilas et 400 000 habitants, ça a une meilleure portée. Et si on le fait sur un terrain d'assiette métropolitain, encore plus. Voilà, c'est pourquoi il y a eu cette création de la métropole du Grand Paris. Donc, elle a quelques compétences en matière d'aménagement, d'action économique, également d'environnement. Je crois que ce soir, on est là pour parler de la dimension environnementale dans le cadre du schéma de cohérence. Dans ce schéma de cohérence territoriale, ce fameux SCOT, oui. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est quoi? C'est de l'aménagement du territoire? C'est ce que autrefois faisait la DATAR à l'échelle du territoire national? C'est un peu la même chose, sauf que c'est à l'envers. C'est-à-dire que la DATAR, à l'époque de M. Olivier Guichard, par exemple, procède de façon extrêmement autoritaire en disant on va faire ça. Et on va le faire à tel moment. C'était la France du général de Gaulle. Oui, c'était une époque où ça fonctionnait comme ça. Pas fonctionnant très bien d'ailleurs, puisqu'il y a eu des très belles réalisations qui ont été faites avec ce mode opératoire. Il y a aussi des fiascos énormes qui ont été faits parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il fallait faire pour les populations et pour les territoires. Bon. Donc là, aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi? Des villes nouvelles, par exemple? Alors, je veux dire, oui, les villes nouvelles, mais des villes nouvelles. Certaines villes nouvelles sont des réussites, d'autres ne sont pas de réussite. Il y en a qui marchent beaucoup mieux que d'autres dans le périmètre de l'Île-de-France. Mais plus généralement, il y a des projets d'aménagement qui ont été imposés au territoire et qui n'ont pas fonctionné. De la même manière, quand on fusionnait des communes, elles ont toutes défusionné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi la carotte, de l'incitation, plutôt que le bâton de la décision autoritaire, parce que l'autorité, c'est parfois nécessaire, mais globalement, souvent, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est ça qui est suggéré, sachant qu'on vit à une époque d'expérimentation, de grandes mutations, révolution numérique, défis environnementaux, qui font que chacun essaie d'élaborer des solutions, et ce qui marche ici ne marchera pas forcément là. Donc je crois que je suis assez intéressé par les bonnes pratiques ici ou là, mais je sais que mécaniquement on ne peut pas les dupliquer, parce que ce qui va fonctionner à Coubron, dans l'Est à Saint-Denis, ne fonctionnera pas forcément à Pantin ou au Lilas, dans l'Ouest à Saint-Denis, par exemple. Voilà. Donc il faut que chacun essaie d'élaborer ses meilleures recettes, mais il faut qu'il y ait un cadre cohérent global. Et le cadre cohérent global, la régulation, c'est à l'échelle métropolitaine, c'est la métropole. Et puis au-dessus des métropoles, il y a l'État qui doit avoir aussi la main sur un certain nombre de grandes politiques. Bon, alors est-ce que vous avez bien compris ce que c'était que le SCOT? C'est marrant parce que, oui, ils sont pas tout le monde s'est pas levé d'un coup pour dire oui, on a compris. Donc vous avez besoin absolument de davantage d'explications, et c'est pour ça que nous allons vous diffuser ces quelques images à l'issue desquelles vous aurez tout compris sur le SCOT, et on se retrouve juste après pour notre débat. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir.
Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6 600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux.
Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux participants, vous pouvez l'applaudir d'ailleurs ce film, hein, ne vous priez pas parce que je sens que vous aviez envie de l'applaudir et je sens que vous avez envie d'applaudir les personnalités qui vont venir prendre place maintenant autour de moi à cette tribune. Je vais vous les présenter pendant qu'ils viennent s'installer tranquillement. Venez messieurs, n'attendez pas que... Alors, Mathias Beckmann, qui est directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers effluve, ça signifie... enveloppe fluide de la ville à l'exobiologie. Ça fait 20 ans que vous étudiez la façon dont l'air que nous respirons se dégrade. Bruno Housset, juste à côté de moi, qui est professeur, pneumologue, chef de service du centre hospitalier intercommunal de Créteil, président de la fondation Souffle, fondation qui, comme son nom l'indique, est pour la qualité de l'air que nous respirons. Régis Moiron, directeur du laboratoire eau, environnement et systèmes urbains à l'université Paris-Est Créteil où nous sommes. Et puis les élus qui sont à ma droite, Daniel Guiraud, je ne vous le présente pas parce que je vous l'ai déjà présenté précédemment. En revanche, Ludovic Toro, vous êtes président de la commission santé de la métropole du Grand Paris. Vous êtes maire de Coubron, une ravissante commune en Seine-Saint-Denis qui a inauguré le stade Thierry Roland le week-end dernier, alors qu'il faisait très chaud. Merci d'être avec nous. Vous avez vu hein, dans le petit film que la 7e grande orientation de cette métropole du Grand Paris, c'était agir pour la qualité de l'air. Mais moi, je vais commencer par mettre les pieds dans le plat. Messieurs, est-ce qu'on n'en fait pas des tonnes avec cette histoire de qualité de l'air ? Et je me tourne vers vous, Bruno Housset. La situation est-elle vraiment plus dramatique dans la métropole qu'il y a 50 ans, quand j'étais bébé, à une époque où les voitures consommaient 5 fois plus de carburant, à une époque où il y avait des industries en centre-ville, à une époque où certains bâtiments étaient encore chauffés avec du charbon? On ne parlait pas trop, finalement, à l'époque, de pollution. L'air était vraiment plus pur ? L'air n'était pas plus pur, l'air était beaucoup plus pollué avec des polluants qu'on a identifiés par la suite. Mais en fait, la pollution change de nature. Effectivement, avant, vous voyez des véhicules diesel qui émettaient des fumées noires. Maintenant, on ne le voit plus, ça. Mais effectivement, on nous propose des diesels, entre guillemets, propres. Mais en fait, les particules qui sont libérées par ces diesels propres sont plus petites. Et donc, elles sont plus nombreuses. Et elles ont une surface de contact avec votre organisme qui est plus important. Et donc je pense qu'il ne faut pas être rassuré par le fait qu'on ne voit plus les polluants comme avant. Alors sur votre question, je pense qu'effectivement il y avait déjà des maladies qui étaient liées à la pollution, mais qu'on n'avait pas identifiées comme telles. Ceci étant, vous reprenez la littérature scientifique, on sait depuis
plus de 20 ans, depuis 30 ans, que les poussées de maladies respiratoires, les poussées de maladies cardiaques sont associées au pic de pollution. Et depuis, on a des études épidémiologiques qui sont beaucoup plus puissantes et qui démontrent que le fait que la pollution chronique est à l'origine de maladies. Mais je poursuis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de savoir que l'air est pollué qui nous rend également malades? Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui disent « Oh là là, j'ai du mal à respirer ». Le fait d'entendre à la radio que on atteint les Martiens avec Orson Welles, c'est qu'on annonce l'arrivée des Martiens et donc tout le monde commence à avoir des Martiens partout. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Effectivement, on en parle beaucoup plus qu'avant parce qu'on a identifié ce risque. Il ne faut pas oublier quand même que le risque essentiel, pour moi, pneumologue en tout cas, mais je pense que c'est pour tout le monde, les cardiologues pareil, c'est le tabac. Le tabac reste l'ennemi numéro 1. Il faut pas. C'est la première pollution. C'est la première pollution auto-infligée et qui tue. Enfin, c'est un ravage. Vous venez faire un tour dans le service, vous verrez les ravages induits par le tabagisme. C'est dramatique. Bon, donc ça, c'est clair. Donc il vaut mieux faire une COP 21 contre le tabac. Que contre enfin non, parce que là c'est le problème du réchauffement climatique. Parce que ça ne faut pas mélanger avec le réchauffement climatique. Mais au tabac s'ajoute la pollution. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il n'y a plus de discussion sur le fait que la pollution tue et rend malade. De même qu'à mon avis, il n'y a plus de discussion sur le fait que la planète se réchauffe. Mais le problème des discussions... Il n'y a plus qu'une seule personne qui en doute. Pas de bol, c'est le président des États-Unis. Oui, on est d'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est pas de bol. Et donc, en fait, il n'y a plus de discussion. La discussion porte sur l'amplitude des effets. Donc, c'est ça qui reste quand même discuté. Daniel Guiraud, la messe est dite sur le sujet. Voilà. La messe n'est pas dite. Hein. Il y a encore quelques climato-sceptiques, y compris dans les médias. Je suis frappé, moi, dans certaines émissions des télés du câble, d'entendre des éditorialistes prendre des positions qui ne correspondent à rien à la réalité scientifique. Mais ce qui est important, on parle du tabac, c'est tout à fait symptomatique. Je pense qu'il va falloir, comme en matière de lutte contre le tabagisme, modifier les paradigmes et les comportements. C'est-à-dire, aujourd'hui, nul ne s'offusque qu'il soit strictement interdit de fumer dans un restaurant. Quelqu'un allumerait une cigarette à côté de vous dans un restaurant, vous seriez choqué. À mon époque, je vais vous dire un truc, on fumait dans les studios de radio. Hein. On fumait dans les hôpitaux. Alors prenez un micro si vous voulez. On fumait dans les hôpitaux. Quand on allait voir son pneumologue, il vous attendait la clope au bec. Hein. Quasiment. Et donc, quand même, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Hein. Oui, voilà. Et donc, des comportements peuvent évoluer à une échelle importante. Et donc, je crois que de la même manière qu'on a réussi à faire évoluer globalement, il y a encore des fumeurs, qu'on a réussi à faire évoluer globalement les comportements. 30% de fumeurs encore en France. C'est absolument incroyable. Il y a 30%. Attendez, on va faire un petit sondage. Qui sont les fumeurs dans la salle? Levez la main. Voilà. Non, c'est malheureusement extrêmement fréquent. Bon. Et on est les champions en Europe. Hein. Et à cette tribune, il n'y a pas de fumeurs du tout? Repenti. Ouais, je suis un peu fumeur même. Repenti. Ouais. C'est-à-dire, j'ai arrêté il y a 15 ans, mais moi je fumais des Marlboro, je fumais beaucoup. Ouais. Puis j'ai arrêté. Mais c'était votre l'époque où vous vouliez jouer au cow-boy, Daniel Guiraud, puis ensuite vous êtes devenu le maire des Lilas, et bon, et là... Non, je pense pas, c'était pas... Ça, c'est quand vous avez 14 ans que je joue au cow-boy. Après, c'est une addiction. Et je pense qu'il y a aussi une addiction à des formes de mobilité, une addiction à la voiture, faire 300 mètres en voiture, alors qu'on peut très bien les faire à pied. C'est ça aussi, il faut qu'on arrive à changer. Hein. Il faut qu'on arrive à transformer les mentalités, et je pense qu'on va y arriver. Pourquoi je dis que je pense qu'on va y arriver? Parce que je suis maire depuis longtemps, une vingtaine d'années, et j'ai vu l'évolution des mentalités et de l'opinion dans ma ville. Et je pense que c'est partout ailleurs la même chose. Par exemple, dans les commissions menues des établissements scolaires, il y a 20 ans, on s'occupait simplement des rations et des portions, savoir s'ils mangeaient assez, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas une réunion sans que la question du bio, de la progression du bio dans l'alimentation ne soit posée, sans que la question des circuits courts ne soit posée. Ça concerne notre sujet, hein, les circuits courts. Oui, parce qu'il s'agit de mettre moins de camions pour transporter les... Il y a eu une très forte évolution, une très forte évolution de l'opinion. Donc je crois qu'on arrive à une situation où on va pouvoir parvenir à obtenir des résultats, parce qu'il faut toujours que les esprits soient prêts pour pouvoir avancer.
Bruno, Aujourd'hui, je pense qu'on est prêt. Juste insister, je suis complètement d'accord avec vous que le problème, c'est la formation, c'est l'éducation. Et donc, quand on va sur le tabac, par exemple, les enfants sont formatés à l'école pour faire la guerre contre le tabac. Et donc ça, je pense que ça doit être la même chose. Il faut qu'il y ait une éducation sur la pollution et sur l'environnement. Et donc ça, je saisis la balle au bon, mon cher Mathias, parce qu'avec Mathias, on a travaillé sur ce projet qui s'appelle Air-Éducation. C'est un projet qui a été fait par l'Université de Créteil avec Airparif. C'est un projet de e-learning qui est financé par l'Europe. Et donc une formation à distance avec 3 modules. Et j'insiste sur le module Parcours Jeune, dans lequel il y a un serious game, et qui a été fait avec l'Académie de Créteil, et qui permet dans les collèges de former les collégiens en fait à l'environnement, à leur expliquer les choses. Je pense que c'est vraiment, Mathias, peut-être tu veux intervenir sur le sujet. Ah mais attendez, faites le rôle du... Excuse-moi. Non, mais faites le rôle. Je vais vous dire, je vais m'installer là et vous vous en sortez très très bien. Mathias Beckman, c'est moi qui donne la parole. Mathias Beckman, dites-nous un peu plus. Les Français ont le droit de savoir sur cette... Oui. Donc j'ai la parole. Oui, merci oui. beaucoup. Ah bah, maintenant vous allez la prendre la parole. Parce que... D'accord. Donc, je précise aussi que je suis chercheur au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, qui est à l'UPEC vraiment le laboratoire qui fait référence sur toutes les recherches sur la qualité de l'air, sur la composition chimique de l'atmosphère. Mais on a donc, si je m'exprime là sur ce module éducation, sur ce cours de e-learning, évidemment avec les enseignants, chercheurs et les chercheurs, on a aussi un rôle vraiment d'éducation du grand public et des spécialistes. Et on a avec plusieurs collègues et vraiment beaucoup d'acteurs ici en Île-de-France. Donc il y a Airparif, il y a le département, il y a la ville. Donc un cours qui est fait à 4 différents publics, qui s'adresse à 4 différents publics, donc les jeunes, les médecins, les gestionnaires, décideurs de l'environnement et le grand public finalement, et qui est composé de 3 modules. Un module vraiment qui nous donne les bases de la pollution, les sources de la pollution, comment ça se forme. Ensuite, un module sur les effets sur la santé qui sont importants. Donc, on a cité en introduction les 6600 décès prématurés sur le territoire de la métropole. Mais ce sont 48 000 en France, ce sont à peu près 8 millions selon les dernières estimations annuellement au niveau mondial. Mathias, est-ce que je peux juste t'interrompre? Parce que prématuré, à chaque fois, ça me fait frissonner. Est-ce que c'est plus prématuré que l'alcool? C'est plus prématuré que le tabac? Ce sont des décès. Donc, on ne parle pas de mort prématurée quand on parle de l'alcool ou du tabac. Oui, mais c'est pas un coup de fusil non plus, quoi. Enfin, bon, non, ça, je suis d'accord que c'est pas un coup de fusil non plus. Mais c'est pour ça qu'on... Mais dire prématuré, on a l'air de dire que c'est normal. C'est prématuré. De toute façon, vous allez mourir. On va tous mourir, d'ailleurs. Je vais vous expliquer une chose. Il y a Daniel Guiraud et Bruno Housset, on les a mis près de moi. À votre avis, pourquoi? Parce que ce sont les 2 bavards. Donc, je les surveille et je les ai là pour permettre aux autres aussi de pouvoir s'exprimer un tout petit peu. Donc, je renvoie évidemment tout le monde et les internautes à ces cours de e-learning qui sont sur le site airducation.eu comme Europe, mais vous n'allez pas tout de suite vous mettre sur ce site, parce que sinon, cette réunion publique ne sert à rien. Mathias Beckman, il y a vraiment grand danger à respirer l'air que nous respirons aujourd'hui dans la métropole, beaucoup plus qu'autrefois? Je pense que la nature de la pollution a changé. Donc on avait avant une pollution qui était de type industriel, où on avait beaucoup d'émissions de dioxyde de soufre. Dans ce domaine-là, il y a une réglementation qui a très bien marché, qui a réduit ces émissions. Il y a certaines émissions gazeuses qu'on a réduit également, donc comme le dioxyde d'azote. Mais là, on voit qu'il y a aussi des limites, en fait, et que les valeurs réglementaires données par la législation européenne
Et les valeurs plus strictes de l'Organisation mondiale de la santé sont encore dépassées à des endroits, surtout dans le centre de la métropole. Et donc, en gros, oui, il y a plusieurs millions d'habitants encore qui respirent pas une air qui est aux normes de la législation. Et enfin, il y a les particules fines qui aujourd'hui, et les particules très fines, les particules ultra fines qui peuvent pénétrer vraiment dans l'appareil respiratoire, qui sont un danger vraiment pour la respiration, avec une espérance de vie, donc pour quelqu'un pour un adulte de 30 ans qui en Île-de-France baisse à peu près de 18 mois. Et donc ça c'est considérable. Donc ça c'est d'une mort prématurée de 18 mois. Bah quoi. oui, Donc là là, en plus là voilà. on perd vraiment de temps de notre vie. En fait ça c'est pas la moyenne, c'est pas sur 18 mois, mais ça touche des personnes plus vulnérables. Donc ça c'est là je renvoie la parole au professeur Husset qui connaît bien les personnes vulnérables. Donc parlez bien dans le micro qu'on vous entende bien. Ouais. Oui, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est plus fort. C'est beaucoup mieux. Et puis maintenant, en plus, vous allez vous taire, parce qu'on va passer la parole à Régis Moiron. Donc maintenant que sur le sujet introductif, quoi. Voilà, vraiment, il y a plus de danger, à votre avis, à respirer l'air qu'on respire. C'est pas simplement un effet d'annonce, quoi. C'est pas la mode. Non, clairement, enfin, les problèmes ont été évoqués. C'est-à-dire que c'est la nature de la pollution et son évolution et le fait que ces particules fines qui augmente la surface d'échange avec d'autres polluants qui peuvent être captés à la surface de ces particules fines, qui peut entraîner une pollution dont on n'avait pas forcément conscience par le passé et qui se développe de plus en plus. Ludovic Thoron ? Allô, voilà, très bien. Déjà, un peu comme vous, j'ai fait mes études de médecine dans Créteil, donc c'est un retour. Parlez bien au micro, parlez bien. Je dis c'est un peu comme vous, je suis un peu lié à Créteil puisque j'ai fait mes études médicales. Oui, moi j'ai fait une après-midi de voile. Oui, moi ça a duré un peu plus longtemps, je vais vous l'avouer, qu'une après-midi. Vous avez fait 10 ans de médecine, bon. Non, mais j'ai pas voulu. Non. Alors, première chose, les propos de Daniel sont très rassurants. On va y arriver, d'accord? Mais on n'y arrive pas. Hein. Non, mais je suis très clair aujourd'hui, on n'y arrive pas. Tu sais très bien que 2050, neutralité carbone, CO2, on est loin du compte. Je vous rappelle quand même que l'OMS, il y a 6 ans, a classé la pollution comme un agent cancérigène. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? C'est-à-dire qu'on dit que la pollution, c'est un agent cancérigène. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Est-ce qu'on a vraiment amélioré les choses? Depuis 30 ans que les professeurs, les médecins nous disent « Attention, la pollution peut tuer, peut rendre des maladies », parce que là, on parle du côté respiratoire, mais il y a le côté cardiaque. Je vous rappelle qu'il y a un impact important, surtout des microparticules, qui plus sont petites, plus rentrent dans l'organisme et vont se déposer sur plein d'organes que vous avez. D'ailleurs, il y a eu des expériences faites en pneumologie, mais qui vont aussi sur les artères qu'on a au niveau du cœur. Donc, il n'y a pas que la respiration. Et vous verrez qu'il y a plus en plus de problèmes cardiaques chez les jeunes qui ne fument pas. Parce qu'avant, quand j'ai commencé mes études, pour être malade, il fallait fumer et boire. Aujourd'hui, on a plein de gens qui ne fument pas et qui ne boivent pas et qui ont les infarctus. Donc vraiment, il faut vraiment... Donc ça vaut vraiment pas le coup de se priver, quoi. Alors, quelque part, c'est un facteur favorisant, le professeur Rousset vous l'a dit, rajoutons pas du mal au mal, mais sachez qu'aujourd'hui, vraiment, et je remercie tout le travail qui est fait à la métropole et le travail que tu fais, en effet, et les gens sont sensibilisés, mais il va falloir agir. Parce que les gens peuvent faire des choses, mais il y a aussi le politique et tout ce qui reste derrière qu'il faudra qu'il bouge. Et on est dans l'urgence médicale. On est vraiment dans l'urgence. On a vu très récemment avec ce pic de chaleur, on dirait que c'est le hasard, que ça a toujours existé et qu'il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Et en plus, l'ozone, quand il fait Non, chaud... personne dit ça. Hein, certains disent qu'on est en train de grossir tout, comme vous l'avez dit initialement. On ne grossit rien. Vous avez bien vu que l'ozone, de toute façon, quand il monte pas, il fait chaud, il reste en bas. Le CO2, hélas, on ne le descend pas et ça empêche de monter. Il y a plein de choses qui sont en place. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de morts par la pollution qu'avec les 3 maladies, tuberculose, paludisme et sida. Et on fait beaucoup de choses aussi pour ces maladies, mais on n'en fait pas assez pour la pollution. Alors c'est vrai qu'au niveau mondial, tu as annoncé 8 millions de décès prématurés ou pas prématurés, enfin ils meurent. Pour le tabac, on est à 7 millions d'eux. Donc au niveau mondial, on a dépassé maintenant avec la pollution. Aujourd'hui, c'est ce que tu m'avais... quand un bébé naît, il a en lui des microparticules qui ont été portées par sa mère. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel qu'on lui a donné. Elle ne peut rien y faire, la mère, pendant 9 mois. Elle a respiré. Et ces microparticules rentrent en effet dans le bébé. Et ça, c'est inadmissible. Une dernière chose. Mais attendez. J'attends. Victor, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais j'espère bien. Parce que moi, je suis là pour me faire un peu l'avocat du diable. Oui. Vous nous dites finalement que nous courons des risques énormes, que les bébés maintenant naissent avec des microparticules.
l'espérance de vie ne cesse de progresser. Il a doublé Oui. par rapport à la période où il y avait zéro pollution. Oui, il y a eu quelques guerres. Alors, attendez. Il faut rétablir les choses. Ah. L'espérance de vie Et commence vous êtes là pour ça, pour Attendez. rétablir la Mais vérité. pourquoi l'espérance de vie a grimpé? Parce qu'il y a des médecins qui sont très brillants en France, ils permettent de vivre plus longtemps, et on traite le cholestérol, et on traite le diabète, et on avait accès à une médecine quand même qui était de haut niveau, avec un accès aux soins de haut niveau, qui sera peut-être remis en question, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sachez que la médecine en France était d'un très haut niveau, ce qui a entraîné bien sûr une augmentation de l'espérance de vie. Et je vous rappelle que bon, il y a eu quand même quelques guerres, quelque chose. Et aujourd'hui, en effet, on vit de plus en plus longtemps, mais l'accroissement de chaque année devient de plus en plus réduit. Et forcément, on arrivera à un moment où ça sera bloqué. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des polluants. C'est vrai qu'il y avait, on parlait du tabac, on parlait du CO2, on arrivait à baisser le tabac. Mais hélas, il y a d'autres polluants qui sont arrivés. Ces microparticules que vous croyez ne pas respirer, mais que vous respirez, 90% de l'air dans le monde est pollué. Vous, de toute façon, c'est sûr que vous respirez du pollué. Ça, c'est évident. Maintenant, est-ce que ça aura un effet sur vous? Comme on n'est pas tous égaux, vous n'en aurez peut-être pas, et je ne vous le souhaite pas. Mais si vous avez plusieurs facteurs de risque qui s'additionnent, ça peut. On a le quotidien du médecin, qui est notre journal, a publié il y a un mois. Pollution de l'air, enfants en danger. C'est-à-dire, c'est pas pour le public, c'est pour nous, les médecins. Et ils mettent très clairement, impact dévastateur, c'est par ces mots que l'OMS décrit les conséquences de la pollution de l'air sur la santé des plus jeunes. Voilà, c'est pas pour affoler, nous, c'est les médecins qui recevons ça. Donc c'est une réalité. Je veux dire, il faut vite agir, il y a urgence, et on le sait tous. C'est vrai que la population le sait, mais à un moment, il faut agir. Et cette ZFE est un bon exemple de la politique qui agit. Alors, je vais vous donner la parole. Là, il y a Mathias Beckmann qui veut la prendre, il y a Daniel Guiraud qui veut la prendre, il y a Bruno, enfin tout le monde veut la prendre. Ouais, non, mais- J'en profite pour faire, puisque j'ai un tout petit peu la parole, vous dire que les questions commencent à arriver via Scott MGP, donc vous continuez à poser des questions, on va les poser pour vous, il y a également des micros dans la salle. Troisièmement, je vais vous faire votre premier cours de radio, parce que vous êtes tous très compétents, mais vous ne savez pas parler dans un micro, donc vous allez poser le micro, vous voyez, comme ça, sur le menton, ce qui fait qu'on va bien vous entendre, et quand vous tournerez la tête, le micro va vous suivre. Daniel Guiraud, vous avez la parole. Merci pour le cours de radio que je vais m'efforcer de satisfaire aux techniques de gération. Ouais, ça marche J'entends, bien, ouais. là, on entend Non, bien, mais là. Ludovic Voilà. Corot, il a raison, mais attention quand même à la façon de calibrer le discours. C'est-à-dire, il dit le constat est alarmiste. Là-dessus, il a entièrement raison. Il dit il faut agir, mais aujourd'hui l'action a commencé. C'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que tu es maire comme moi. Tu vois bien dans les permis de construire qu'on délivre désormais, qu'on met tous dans nos PLU, plans locaux d'urbanisme, des incitations, par exemple, à végétaliser. Des incitations lorsqu'il y a une cour à faire, qu'elle ne soit pas bétonnée ou en asphalte, mais qu'elle soit perméable pour que l'eau puisse à nouveau rentrer. On est en train de changer d'époque. L'époque du tout béton, du tout voiture, du tout plastique. Alors ça, c'est le truc. Moi, je lutte contre ça. J'ai interdit ça dans la mairie. Maintenant, il y a des pots à eau, on a l'eau du robinet. Le jetable, c'est fini. On a des gobelets réutilisables, des billets. Ça donne soif. Mais oui, voilà. Donc, je pense que ça a commencé. Après, c'est une course contre la montre, et j'en suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'on a une période qui est très courte. C'est l'équivalent de 2 mandats municipaux. 2 fois 6 ans, 12 ans. On a 12 ans qui sont 12 ans charnières. Si, au terme de ces 12 années, on n'a pas inversé un certain nombre de courbes, ça deviendra beaucoup, beaucoup plus difficile après, quoi. Donc, il y a un seuil d'irréversibilité. Donc, effectivement, de ce point de vue, c'est un peu anxiogène. Mais je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'étais frappé avec Hidalgo dans le cadre des réunions internationales du C40. Il y avait une réunion avec des maires chinois à Paris il y a 2 ans. Et c'est moi qui ai dû suivre avec la traduction simultanée, bien entendu, l'évolution. Et j'étais frappé de la prise de conscience par ces maires chinois de la question de la pollution et de la nécessité d'y remédier. Mais ils étaient beaucoup plus en avance que nous sur un certain nombre de pratiques dans leur ville, parce qu'ils partent de loin. Et puis j'ai été également frappé simultanément, parce que la question de la démocratie n'est jamais très très loin. La Chine, qui n'est pas le pays le plus démocratique, a fêté... on va dire ça comme ça. L'Internet, ils ont intégré le fait qu'ils ne peuvent pas lutter contre l'échange d'informations par Internet, et que forcément,
C'était dans les discussions. Il lutte, hein. Non, mais il lutte. L'État essaie de bloquer. Mais globalement, je pense qu'on vit à une époque aujourd'hui où il y a un échange d'informations qui est beaucoup plus facilité que lors des décennies antérieures. Donc je pense qu'il y a des facteurs qui inclinent à l'optimisme. Et que même s'il y a des éléments qui pourraient inciter à une certaine forme de pessimisme, je pense qu'il faut se battre et que le résultat d'une bataille, comme disait Lénine dans le temps, c'est la bataille qui l'enseigne. Hein. Je pense qu'il faut partir de là et bien considérer qu'on a 12 ans pour inverser le cours naturel, le cours non naturel des choses, hein, anthropocène, qui a été généré par l'évolution technologique, la consommation, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est vraiment menacé, hein, en tant qu'espèce animale et d'autres espèces animales. On voit bien la biodiversité actuellement, le nombre d'espèces qui disparaissent. Voilà. Alors, si le discours c'est dire, puisque les ours ils meurent, la banquise elle le fond, le recul va sur inexorable, on peut rien faire. Si on dit ça, ça va générer à quoi bon, hein, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter le à quoi bon. Extrêmement bien conçu, parce que nous avons deux élus. Donc il y a un élu qui est plutôt optimiste en disant voilà, les combats sont à mener, et il y a un élu qui est plutôt pessimiste en disant les choses ne vont pas assez rapidement. Mais nous avons également des experts. Mathias Beckmann, je vous donne la parole, et puis peut-être pour qu'on progresse un tout petit peu dans le sujet, moi j'aimerais savoir qui sont aujourd'hui les principaux responsables de la pollution. On parle en général de deux secteurs d'activité, le transport et le bâtiment. On a raison ? Oui, globalement, on peut dire qu'on a raison. Donc, je reviens juste sur ces statistiques de d'espérance. Non, mais en fait, je ne fais pas beaucoup de radio, mais je sais aussi répondre à autre chose qu'on me demande. Mais voilà. Non, il me semble qu'aujourd'hui, la baisse, l'augmentation de l'espérance de vie s'est arrêtée. Et depuis 3 ans, on n'augmente plus l'espérance de vie en France. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est, paraît-il, à cause des problèmes de gens qui ne font plus vacciner leurs enfants. Mais ça, c'est une autre. Non, je ne crois pas qu'on sache ça. C'est peut-être plus large que la pollution. Vous n'êtes pas au courant à l'université de Créteil. Oui. J'avoue ne pas être complètement au courant de cette hypothèse. J'ai lu ça dans les gazettes, mais vous savez, c'est un gros journaliste. Ensuite, bon. Oui. Alors, c'est une question, cette non-augmentation de l'espérance de vie, c'est quand même quelque chose de notable. Et aux États-Unis, l'espérance de vie, clairement, elle baisse. Donc ça, on ne peut pas imputer cela non plus à la pollution de l'air. C'est plutôt un ensemble de modes de vie. Mais toutes les qui peuvent agir là-dessus, sur cette espérance de vie. Mais je pense que l'ensemble des pollutions peut tout à fait aussi engendre un surplus de maladies chroniques, y compris des cancers, et affecter aujourd'hui la qualité de vie qui ne donc augmente plus en France. Parce que c'est vrai que c'était l'argument un peu, voilà, on parle de tous ces impacts de la pollution, mais l'espérance de vie augmente. Donc quoi, non, elle n'augmente plus. C'est le mien. Oui, elle n'augmente plus. Donc voilà. Bon. Alors maintenant, si je réponds à votre question sur les principales sources de pollution. Donc d'abord peut-être une distinction. Il y a une pollution qu'on peut appeler réactive qui affecte la santé. C'est de ça qu'on parle dans cette table ronde. Il y a aussi une pollution par les gaz à effet de serre qui affecte le climat. Et il se trouve que pour beaucoup de sources de pollution, et notamment pour tout ce qui est combustion fossile, donc combustion fossile, ça peut être c'est totalement lié. Le trafic, c'est complètement lié. Donc on parle de deux sujets en un. On parle de deux sujets en un. Une sorte de double réunion publique à la fois sur les effets de la pollution et sur les conséquences. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de... La pollution, c'est tout de suite, et le réchauffement, c'est pendant quelques années. Hein. Il y a dans le cheminement des choses, c'est pas exactement le même timing quand même. Hein. D'accord, mais on a bien compris que... Donc, pour nous récapituler, on a bien fait de faire cette table ronde parce que le problème se pose réellement. C'est pas un effet de mode de parler des pollutions. Donc maintenant, pour qu'on avance... qui sont les responsables ? Alors, les responsables sont pour les... on peut peut-être prendre deux traceurs de pollution, un traceur de pollution réactive avec des effets sur la santé, donc les oxydes d'azote et l'ensemble des gaz à effet de serre qu'on dit. Je ne comprends pas. C'est les bagnoles ?
Alors, et je vais y venir. Donc pour ces oxydes d'azote, le trafic, y compris fluvial et aéroport, en Île-de-France, c'est 2 tiers. Et pas C'est mettre 2 ça sur tiers. le dos des péniches, quand même, le trafic fluvial. Non, c'est oui, de cela, donc on a 55% qui est de trafic. Il y a Et une partie qui, les avions et les aéroports, c'est quand même une source de D'accord. pollution significative, hein, avec les D'accord. 2 gros aéroports en Île-de-France. Ouais. Euh, avec le Bourget. et non, je vous Vous avez vu donne- comment je vous rive le contredis pas. clou du... J'ai des mauvais souvenirs à la fac, donc je me venge sur vous, vous voyez, c'est pour cause de ça. Donc là, c'est pour cette pollution-là, c'est le trafic qui est vraiment le plus important. Le résidentiel, c'est dans les 20%. L'industrie, c'est dans les 15%. Pour les gaz à effet de serre, en équivalent CO2, là, le trafic, c'est pas loin de 40%, et le secteur résidentiel, donc le chauffage à la maison, c'est à peu près 40% aussi. L'industrie, dans un sens large, c'est les 20% qui restent. Donc on a en gros, en fait pour tout type de pollution, à la fois la réactive et les gaz à effet de serre, c'est vraiment les 2 secteurs principaux sont trafic, chauffage résidentiel, l'industrie et un 3e secteur, mais un peu moins importante. D'accord. Donc ça donne les leviers d'action ensuite. Alors, c'est évidemment, Bruno sur lesquels il faut agir. Prenons, alors à moins que Régis Moiron veuille réagir, mais parce que vous êtes plus spécialisé dans la pollution de l'eau, donc vous vous réservez un petit peu pour... mais enfin, j'ai senti que quand on attaquait les péniches, vous réagissiez quand même. Donc, mais enfin, on va y venir. Donc, Bruno Housset, on a bien entendu ce que nous a dit le professeur Beckman, donc les 2 grands secteurs d'activité, 3 avec l'industrie, mais 1, les transports, la voiture. Est-ce qu'il faut donc éradiquer l'automobile de la métropole? Ça vous fait rire en plus. Oui, parce que c'est une question. Ah bah, c'est une question. Ça, c'est Oui, une ça, question. c'est une question. Là, Éradiquer, non. je suis d'accord Réduire avec et vous. changer les moyens de transport et Ouais. avoir une mobilité dite douce, oui. Ça, la réponse est oui. Mais éradiquer en soi, ça aboutit à cette polémique qu'on a vue, par exemple, sur la fermeture des voies sur berge. Moi, j'ai signé une tribune en disant il faut fermer parce que on a dit c'est radical. On arrête, on éradique, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Qu'est-ce qu'on propose à la place? Et le point important, c'est quel accompagnement on va donner à cette réduction en fait de la circulation automobile. Les ZFE, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on propose comme Alors, accompagnement? ZFE, c'est la zone de faible émission qui a été mis en place le 1er juillet dernier. On est donc en pleine actualité et qui, normalement, réduit la circulation, l'interdit aux véhicules de critères plus de 3. Mais 5, correctement, c'est 5. c'est 4 et 5. Oui, plus de... Je vous dis plus de 3, non, vous me dites non, 4 et 5. Voilà. Autour de la 86. Bon, mais voilà. D'accord. Donc, je savais... Le Oui, point- à l'intérieur du périmètre le point défini par la import- 86. le Un point- point pour Daniel Guiraud. Vous le- notez Le un point important, c'est qu'il faut une mesure d'accompagnement et que 2, on sait par des modélisations qui ont été faites par l'Observatoire de la santé, régional de la santé, l'ORS, toujours des abréviations, hein, l'Observatoire régional de la santé qui a montré que ça aboutissait à une réduction de la mortalité, une réduction des accidents vasculaires, cardiaques, une réduction des asthmes, des cas d'asthme. Donc on sait que ces ZFE, la mise en place, va aboutir à des améliorations sanitaires. Et je voulais rebondir là-dessus pour dire que quand on a des exemples dans le monde qui montrent que quand on fait diminuer la pollution, on améliore la santé respiratoire et on diminue les causes de mortalité. Ça a été montré à Tokyo. À Tokyo, on interdit la circulation diesel depuis 2003 et ils ont moins 22% de mortalité respiratoire. Je n'ai pas de médicaments qui réduisent de 22% la mortalité respiratoire. En Californie, là, ils ont augmenté quand même la population, les voitures, etc. Mais ils ont réduit la pollution et ça s'associe à une diminution des asthmes et à une amélioration du développement pulmonaire de l'enfant. Donc, certes, il faut être alarmiste, il faut se battre, mais en se battant, on va améliorer la santé respiratoire des gens. Donc ça, c'est un point qui... Daniel Guiraud, cette nouvelle zone de faible émission, donc voilà, ça y est, c'est la panacée. Non, il n'y a pas d'universel panacée. Il y a juste des outils. Et c'est un outil pour améliorer la qualité de l'air. Et ça marche. Partout, ça a été fait. Ça marche. Il y a 2 jours que c'est en place. Non, attendez. Parce que en France, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Il y a Paris,
depuis 3 ans, et la métropole depuis le 1er juillet. Mais en Europe, 231. Il y a un retard français. Je peux dire que, en termes de pratique contre la mauvaise qualité de l'air, il y a un véritable retard français. Tout à l'heure, vous parliez de Tokyo, de San Francisco, on pourrait parler de Séoul, de Toronto. Toutes les grandes métropoles mondiales se dotent d'outils pour réduire la pollution de l'air. Et ça suscite toujours des controverses dans la population. Et chaque fois que l'on ne cède pas, que l'on maintient le cap de la politique, on se rend compte de 2 choses. La première, c'est que la population finit par adhérer. On le voit d'ailleurs à Madrid depuis quelques jours, parce que le nouveau maire de Madrid a décidé de rouvrir le centre-ville à la circulation, et donc il y a des manifestations très très importantes, y compris de ses propres électeurs, pour protester contre la levée de cette interdiction de circuler qui a apaisé la vie madrilène dans l'hypercentre. Et partout où on a fait ce genre de choses, on se rend compte également que non seulement il n'y a pas seulement des modifications de comportement des automobilistes qui pourraient d'un point A à un point B changer d'itinéraire, il y a aussi ce qu'on appelle l'évaporation, c'est-à-dire un pourcentage significatif d'automobilistes qui cessent d'utiliser la voiture et qui utilisent d'autres modes de locomotion. La question que vous posiez tout à l'heure est tout à fait pertinente. Il faut qu'il y ait une offre de transport en commun ou de circulation douce possible qui soit à la hauteur de la substitution par rapport à un véhicule essence ou diesel. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur, par exemple, le Grand Paris Express, le grand schéma de transport en commun. Il faut vraiment qu'on ne prenne pas de retard. Il faut que là, c'est une responsabilité collective. Parce que c'est pas tout de suite, le Grand Paris Express. Non, bien sûr, mais ça avance. Ça avance. Oui, ça avance. On a eu une réunion publique formidable. Venez au Lila, j'ai 2 grands chantiers avec 2 stations. Ça avance. Et dans 2-3 ans, on aura déjà avancé. Évidemment, c'est à 2030 l'objectif. Mais je serais bien allé au Lilas, mais j'ai un véhicule 5, si vous voulez. Donc, on vous mettra, on vous verbalisera. J'ai un vélo électrique, vous voyez. Vous serez le bienvenu au Lilas. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on prenne bien la mesure du fait que ça fonctionne et qu'on a pu mesurer scientifiquement les résultats, tant en termes de statistiques médicales qu'avec des organismes. En France, nous avons en Ile-de-France Airparif. Airparif, c'est un organisme qui mesure au jour le jour la teneur de particules fines, PM2,5, PM10, dioxyde d'azote, dans l'atmosphère. Et donc, vous avez une application Airparif. Moi, 3 fois par semaine, quand je vais courir, je mets l'application Airparif. Si jamais c'est orange ou rouge, je ne cours pas. Et donc on voit bien que ça fonctionne quand il y a par exemple les périodes de pic de pollution et qu'on déclenche des mesures autoritaires, on voit que ça baisse un peu. Même si tout le monde ne la respecte pas, ça baisse un peu. Donc voilà, donc c'est certainement très récent, 1er juillet, mais néanmoins on est certain qu'on obtiendra des résultats parce que partout où ça a été fait, des résultats ont été obtenus. Bien. Ludovic Toro, c'est possible de se priver de voiture quand on habite Coubron ? Aujourd'hui, non. Alors, je vais revenir à vos propos sur le fait optimiste, pessimiste. Non, moi, je ne suis pas pessimiste, sinon d'abord, je ne serais pas là. Je suis absolument réaliste. Tout ce que je vous ai dit, c'est vérifiable. Je veux dire, voilà, Daniel parle de transport, mais au secours. Vous voyez les transports en Ile-de-France, je veux dire. Alors, c'est vrai que ça dépend de la région, mais ça dépend surtout de l'État, je suis désolé de le dire aujourd'hui. Parce que là, ok, nous, on fait à la métropole quelque chose, mais aussi c'est une responsabilité de l'État, la santé. La santé n'est transférée à personne, à rien. C'est au ministère de la Santé d'agir, ça c'est clair. L'ORS, je suis optimiste que c'est moi qui préside l'ORS. C'est moi qui ai demandé ce document qui nous explique, et pour aider en fait la métropole, sur le fait qu'en prospection, on voit bien que... Mais est-ce qu'il fallait une étude pour ça ? Est-ce qu'il fallait une étude que le fait d'enlever les polluants, ça allait améliorer la santé ? Bon, en France, on est les rois des études. Ça fait des années. On fait études. À un moment, il ne faut plus faire d'études, il faut agir. Et Daniel, le constat, tout le monde le connaît maintenant. Oui, le constat, tout le monde le sait. Donc là, il faut agir. Et c'est vrai, Daniel, on agit. Mais quel retard. Je vous rappelle qu'il y a 24 ans, en Suède, ils avaient déjà mis, en 1996, ils avaient mis des zones aussi à faible émission. Quand je dis que je suis énervé parce qu'on n'a rien fait. Alors on commence à faire, mais à quel retard ? Dans ce pays qu'on dit moderne, où la santé est privilégiée, quel retard on a pris ? Et c'est pas faute d'avoir alerté avec les différents médecins et professeurs. Vous me parliez de Coubron, ma ville. Elle est belle. Ma ville, elle a la moitié des espaces verts. Oui, mais on veut me le manger. Et là, je te rejoins pas. C'est-à-dire, moi, j'ai réussi à... Voilà, Qui veut vous les manger ? Je vais vous le dire. J'ai réussi à avoir... C'est le seul village, tu le connais, de Seine-Saint-Denis. J'ai la chance, il y a plein d'espaces verts. Mais quelque part, j'ai pas assez de logements. Évidemment, j'ai des espaces verts.
Donc là, on me contraint à prendre de l'espace vert pour construire des logements. Quelle est la logique là-dedans? Alors tu me dis, oui, dans les villes hyper urbanisées, on fait le contraire, donc on reconstruit de la nature. Mais c'est pas mieux de garder la nature en place plutôt que de la détruire, hein? Oui, mais moi, c'est... Vous pouvez répondre si vous prenez un micro. Oui. Mais de toute façon, vous savez, depuis le début de ces réunions publiques, on est habitué à débattre et à gérer les paradoxes. Hein, parce que, à la fois, on nous dit, quand on a fait à Suresnes la table ronde sur le logement, on dit, ouais, il faut construire des logements parce que les habitants, ils ont besoin de logements. Et puis, quand on nous fait on a fait le débat sur la nature en ville, on nous a expliqué que c'était formidable de remettre la nature à l'intérieur de la ville. Ben, voilà. Et puis, il faut construire des logements et reconstruire la ville sur la ville. Parce que si on déborde et on grignote sans cesse sur les terres agricoles, c'est une vie sans fin. Ça veut dire ensuite de nouveaux axes de transport, de nouveaux éloignements. Donc il faut rester dans le périmètre bâti et bâtir dans ce déjà bâti. Bon, hop, hors sujet. Sauf que Daniel... Non, pas hors sujet. Si, on revient D'accord. Complètement dans le sujet. Sauf que Daniel, dans la réalité, dans les prescriptions de l'État, ils vont manger mes espaces verts. Donc c'est bien les mots, et je suis d'accord, mais à un moment, il faut dire la vérité aux gens. C'est qu'aujourd'hui... Attendez, moi j'en reviens à la question à laquelle vous avez répondu, mais puis vous l'avez vraiment écarté rapidement. À Coubron, donc on ne peut pas se passer de voiture. À Coubron, ce qui se passe. Bon, alors comment on fait? Comment on fait? Répondre, parce que là, c'est bien beau. Nous, là, à ma gauche, on me dit la voiture, elle est responsable de 40% de la pollution. Mais là, les particules fines, les bébés dans le ventre de leur maman, ils ont des. Et puis à Coubron, bah oui, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, à Coubron, ce qui se passe, c'est qu'on a les bus, d'accord, on n'aura jamais rien d'autre, d'accord, ça c'est clair. Mais vous me posez une question qui est très bonne. J'avais une route, la route principale, qui menait à toutes les gares du Rhin-Sud, du Vergalan, qui amenait tous mes collégiens partout. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est effondrée. Elle coûte 600 000 euros. La ville n'avait pas 600 000 euros parce que c'est une petite commune. J'ai été voir évidemment le préfet qui m'a répondu, c'est pas de ma compétence, vous avez qu'à augmenter les impôts. Ce que je veux vous dire par là, c'est beau tous les mots et toutes ces choses-là, mais je me suis retrouvé pendant 2 ans avec la route principale de Coupé parce que tout simplement, ils nous ont défalqué nos dotations depuis des mois, ils m'ont enlevé 50%. Donc maintenant, dès qu'il y a un éboulement, c'est fini. Vous me dites comment ils peuvent aller? Ils se sont débrouillés, ils sont passés par Clichy, ils sont passés par Courtrai. Je veux vous dire qu'à un moment... Elle s'est effondrée, votre route, pardon? Elle s'est effondrée parce qu'il y avait un glissement de terrain et il y avait du gypse en dessous, d'accord? Tout simplement. Mais il y avait 600 000 de travaux. Pour une ville comme la mienne, c'est impossible de trouver 600 000 euros. Donc j'ai mis 2 ans pour trouver l'argent et finalement c'est l'EPT qui m'a aidé, qui n'est pas de sa compétence. Mais pour vous dire qu'à un moment, c'est bien que nous, les métropoles, les EPT, on travaille, mais l'État, à un moment, doit venir. Parce que si nous n'avons pas d'argent pour fonctionner, la santé, nous l'ont filé à nous, les maires, parce qu'on essaie de gérer, mais si nous n'avons pas d'argent pour combler le manque de l'État, écoutez, on arrivera à un moment, sauf que la population vient voir qui? Vient voir les maires. Ils n'iront pas voir le ministre, ils vont voir personne d'autre. Voilà. Bruno Housset. Juste pour intervenir sur le fait qu'il y a une réflexion en cours sur la mobilité en Ile-de-France. Et donc, il y a eu un concours architectural qui a été fait, et c'est au pavillon de l'Arsenal, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ce sont les routes du futur. Comment on peut faire évoluer, en fait, la circulation sur la métropole. Et donc, ça, c'est pas si simple. Hein. Répondre à la question n'est pas simple en disant qu'il faut éradiquer la voiture. Moi, j'ai une réponse toute faite. J'ai une réponse de journaliste. Je vais vous régler le problème en 2 secondes. Et vous allez voir que Mathias Beckmann va être d'accord avec moi. On remplace les voitures par des voitures électriques. Pas sûr qu'ils soient d'accord. Oui, c'est un grand débat. Donc, les voitures électriques résolvent les problèmes de pollution en Ile-de-France. Ça, c'est évident. Donc, on produit de l'eau qui n'est pas polluant. Donc, c'est très bien de ce point de vue-là, et je pense qu'il faut le faire. Mais ça pose d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Et oui, en matière de transport, on échange les emmerdements en général. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et donc, il y a le problème des terres rares, où on ne sait pas si on a les ressources aujourd'hui d'équiper toute la flotte mondiale de voitures en voitures électriques. Donc je suis tout à fait d'accord d'aller vers un remplacement des voitures thermiques par des voitures électriques, mais cela doit être vraiment accompagné d'une diminution du kilométrage parcouru. Sinon, ça ne marche pas. Et tout simplement, vous n'auriez pas les usines... Si vers 2030, vous voulez avoir une flotte de je ne sais pas combien de pourcents, ou interdiction des voitures diesel remplacées par voitures électriques en partie à Paris, vous n'aurez pas les usines à vous construire les batteries, tout simplement. Donc en fait, cette discussion voiture électrique, oui, je suis vraiment pour, mais il faut
en même temps diminuer le flux global des voitures. Et c'est là qu'on est à une réunion autour de ce Scott. Alors je me demande, moi, comme chercheur, mais comme citoyen surtout, comment ce plan comment il peut contribuer à gérer donc à ce qu'on appelle ce transfert modal. Ça veut dire avoir moins de transport en voiture, moins de déplacements en voiture et plus en transport public, en mobilité douce aussi. Donc, dans un des documents préparatoires, mais qui date de l'année dernière. Donc, alors, vous mettez un objectif. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Je finis juste, si vous permettez. Mais donc, bien vous mettez entendu. l'objectif de 15% de déplacement en vélo. En 2030, ça me paraît vraiment très, très ambitieux et ça va tout à fait dans le bon sens. Mais comment vous allez, en pratique, comment vous allez vous prendre, en fait, arriver à ce chiffre de 15% en 2030? Daniel Alors, Viron, d'abord, ou Ludovic Toro d'ailleurs. Attendez. Je vais juste faire une remarque. J'ai dit simplement, il y a quelque chose qu'il faut développer beaucoup, mais c'est où la métropole va travailler aussi, c'est mettre la fibre un peu partout, parce qu'il y a le travail à domicile. C'est-à-dire que maintenant, si on développe, comme dans certains pays, le travail à domicile, et plutôt qu'être assis dans un bureau à la Défense, si on peut faire le même travail chez nous, et s'il y a de la fibre avec un réseau qui va être rapide, on pourra vraiment diminuer. Aujourd'hui, bon, on ne met pas dans les mairies parce que c'est pas possible, mais certains endroits, on met 10% de travail à domicile. Et je pense que c'est aussi un moyen de diminuer les transports, parce que les gens, comme ça, n'iront pas travailler, mais resteront chez eux pour effectuer le même travail. Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Dans ce pays, quand on veut inciter à quelque chose, il y a le levier fiscal. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait dans la politique fiscale de l'État des incitations très fortes pour qu'on aille vers des énergies renouvelables. Par exemple, sur la question du solaire, y compris en région parisienne, où on n'a pas la même corbeille d'ensoleillement qu'en Provence, à la Côte d'Azur, mais néanmoins, on peut faire des cadastres solaires dans nos villes, c'est-à-dire que les habitants, de façon interactive, peuvent mesurer la potentialité de leur habitation en termes de panneaux photovoltaïques. De manière très, très simple. Ça a commencé, à Paris là a commencé, Ruelle Malmaison, nous Lila on se pose la question, on va le faire. On a monté une association avec des gens qui s'appellent Électron Solaire 93. C'est-à-dire, nous on donne nos toits publics municipaux d'écoles par exemple, qui sont exposés au sud. L'association installe des panneaux et ça crée de l'électricité solaire. Qui part dans les parties communes des établissements ou bien qui peut être aussi acheté par Enedis. Voilà. Donc je pense qu'il faut développer ça. Et l'autre facteur, c'est les subventions. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prioriser les subventions vers tout ce qui est durable. C'est-à-dire que si on a le choix entre subventionner un nouvel axe routier ou bien des pistes cyclables, il faut subventionner les pistes cyclables. C'est comme ça qu'on avance. Un plan, en fait, ça c'est quoi? C'est de donner des objectifs et essayer de montrer le chemin pour aller vers. Et pour ça, donc, c'est la politique publique, à travers la fiscalité, à travers les subventions, à travers les incitations, qu'on incite ce qui est vertueux et qu'on dissuade ce qui ne l'est pas. Et de ce point de vue, je dirais la responsabilité de l'État. Alors, Toro a tout à fait raison. La responsabilité de l'État est très importante. Moi, je suis choqué, là, depuis vendredi, il y a un examen, il y a un texte actuellement qui est passé à l'Assemblée nationale, la loi énergie-climat, qui va passer au Sénat d'ici la fin du mois, sur une question qu'on n'a pas évoquée, mais qui est extrêmement importante, parce que la deuxième source de pollution de l'air, c'est la question du chauffage et des passoires thermiques. On a tous des passoires thermiques dans nos villes. Bon, et on les connaît bien, on connaît les propriétaires, parce que je leur envoie les services de l'hygiène, et eux, ils m'envoient un avocat, et ils disent, c'est pas obligatoire, donc je fais pas, et on a des contentieux. Et puis, je connais aussi leurs locataires qui viennent me voir pour faire une demande de logement parce qu'ils peuvent plus vivre dans un appartement où ça coûte trop cher. Parce que le propriétaire indélicat n'a pas changé la fenêtre, qu'il fait très froid en hiver et qu'il se chauffe avec des chauffages d'appoint, des convecteurs, enfin qui sont énergivores au possible. Bon, il y avait dans l'idée que dans cette loi, on allait interdire à la location, alors pas demain ni après-demain, en 2025, les passoires thermiques seraient interdites à la location. Alors pour des raisons qui m'échappent ou que je comprends trop bien, ça sortirait quelques logements du marché, ça a été gommé du texte. Et je pense que là, c'est une responsabilité très très forte de l'État. Si l'État ne montre pas l'exemple en prenant lui aussi des mesures audacieuses, comment voulez-vous que ça suive? Moi, je suis persuadé que les propriétaires indélicats, s'ils savent qu'avant 2028, ils ne seront pas obligés de faire des travaux et s'ils peuvent continuer à louer jusqu'en 2028, ils l'auront jusqu'en 2028. Donc il faut aussi parfois savoir faire des choix
en termes de réglementation, des choix qui poussent dans la bonne direction. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et je pense aussi qu'on devrait exonérer des 3% de règle de déficit maximum européen tout ce qui va en termes de politique environnementale. Il faudrait sortir la règle des 3% partout en Europe, parce que ça, c'est absolument indispensable. Et ça permettrait d'avancer dans tous les pays européens, ce qui actuellement n'est pas le cas, parce que l'État argue de la question de maîtrise des déficits pour ne pas faire des politiques ambitieuses en matière environnementale. Bon, messieurs, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. On a évidemment parlé de la voiture. Vous nous avez parlé du problème des bâtiments, de chauffage intérieur. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la pollution de l'eau. Un, parce que c'est un problème qui est très important. Deuxièmement, parce que ça va permettre à Régis Moëron de nous expliquer un petit peu. Je veux dire, ma question, moi, elle est toute simple. Quand est-ce que je vais pouvoir me baigner dans la Seine à Paris ? Vous vous souvenez que c'est une promesse de Jacques Chirac. C'est effectivement une promesse de Jacques Chirac, mais c'est... Ça date de quand d'ailleurs ? Des années 80 ? Oui, dans les années 80, quand il était maire de Paris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la baignabilité dans la Seine et dans la Marne est revenue sur le devant de l'actualité en raison d'une échéance qui s'appelle les Jeux Olympiques de 2024. Mais c'est vrai que c'est quand même une problématique qui, malgré tout, avait été prise en considération bien avant, parce qu'on souhaite pouvoir rendre aux usagers la nature et profiter d'espaces de baignade, on va dire, naturels, et se réapproprier les cours d'eau. Plutôt que de faire des piscines. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et donc, il y a eu des gros travaux. C'est pas parce qu'on est dans le Val-de-Marne que je vais parler du Val-de-Marne, mais le Val-de-Marne travaille énormément sur ces aspects-là. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai, le prisme par lequel on aborde la pollution de l'eau, parce qu'on a envie de pouvoir se baigner de façon sécuritaire. Mais je pense que l'air, on le respire, l'eau, on la boit. Donc je pense qu'il faut aussi se poser la question, en termes de qualité, au-delà de la baignabilité, de la qualité de l'eau, pour pouvoir derrière faire de l'eau potable. Parce qu'il y a un sujet sur la qualité de l'eau qu'on boit aujourd'hui dans la métropole. Non, mais attendez, je suis ignorant. Donc, mais justement, je vais vous répondre et vous aider à ne plus l'être. L'objectif, c'est pas de stigmatiser la qualité de l'eau. L'eau que l'on boit au robinet, et je souscris aux remarques de certains dans cette table ronde, de dire que c'est vrai que boire l'eau du robinet, ça aurait été aussi bien que de boire de l'eau dans une bouteille en plastique. Ça, c'est ce que je défends auprès de mes étudiants en disant... l'eau que vous buvez au robinet... Il y a des gens qui sont venus avec leur petite gourdasse. Mais c'est très bien. L'eau qu'on boit au robinet est mieux suivie que l'eau que vous avez dans une bouteille minérale. Mais on ne va pas faire de polémique autour de ça. L'idée, c'est plutôt de préserver la qualité de l'eau en règle générale pour limiter l'entrée de polluants qui, derrière, devront être éliminés justement pour faire de l'eau potable et qui, avec des coûts supplémentaires. Donc, les problématiques, je pense qu'au niveau de l'eau, c'est d'abord protéger la ressource, donc limiter le transfert de pollution. D'autant plus dans un milieu très urbanisé comme l'agglomération parisienne, où on a énormément de réseaux d'assainissement qui sont des réseaux dits unitaires, c'est-à-dire où il y a des mélanges de l'eau pluviale avec l'eau des eaux usées qu'on génère dans les foyers. Et donc quand il y a des pluies importantes, il y a de l'eau qui est rejetée sans traitement dans la rivière. Donc si cette eau au départ est moins polluée, on va limiter l'impact sur la qualité. Deuxième aspect, c'est... Quand on parle de baignabilité, donc on a plutôt à l'esprit tout ce qui est paramètres microbiologiques, mais on n'aime pas non plus se baigner dans quelque chose qui a beaucoup d'algues. Et donc là aussi, il faut limiter les transferts de ce qu'on appelle, nous, les nutriments, carbone, azote, phosphore. Donc aujourd'hui, quand on parlait de changer de façon de faire, on peut aussi se poser des questions, et moi c'est un domaine sur lequel j'aime bien m'exprimer, c'est... Est-ce qu'il vous paraît logique que l'on mette de l'eau potable dans notre chasse d'eau ? Je ne sais plus dans quelle réunion publique il y avait une personne qui racontait cette réflexion de ce petit Africain qui disent vous, l'eau potable, vous faites pipi dedans. Ah oui, non mais... Quand on y réfléchit bien, on peut quand même se poser des questions autour de ça. Surtout que derrière, cette eau, ensuite, vous allez l'envoyer vers une station d'épuration en la mélangeant avec d'autres effluents. Et il se trouve que c'est dans votre urine qu'il y a tout le carbone, l'azote et le phosphore qui est nécessaire pour les cultures, par exemple. Donc si on récupère à la source, dans un minimum d'eau, ce carbone, cet azote et ce phosphore, on va aussi limiter
un niveau de pollution en consommant trop d'énergie, en développant des réseaux d'assainissement importants. Mais attendez, Régis Moëron, je vous arrête tout de suite, parce qu'effectivement, sur le papier, on se dit c'est formidable, il faudrait que... Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de l'eau moins propre pour les toilettes? Mais ça demande d'avoir un double réseau d'eau dans les bâtiments. Avant ça a coûté un pognon dingue pour reprendre l'expression. Avant d'aller vers le double réseau, il y a aussi des leviers réglementaires à lever. Et aussi derrière l'acceptabilité, justement, parce que les gens sont pas encore forcément prêts. Donc, il y a des études qui sont en cours qui montrent que c'est faisable. Il y a des choses, là, il y a eu récemment le permis d'innover qui a permis de développer des choses dans ce cadre-là, donc c'est intéressant. Et puis le dernier aspect, pour parler de pollution de l'eau, c'est aussi à travers nos pratiques du quotidien, on va utiliser dans les produits de tous les jours, que ce soit les médicaments, que ce soit nos produits d'entretien, que ce soit les produits cosmétiques, ils contiennent des micropolluants qu'on va relarguer en petite quantité, mais c'est les petits rues qui font les grands ruisseaux, et c'est cette pollution qui derrière va générer des problèmes. On parle, alors micropolluants, ça parle pas au grand public. Aujourd'hui, on préfère parler de perturbateurs endocriniens, où là, ça marque les esprits. On a l'impression de savoir de quoi on parle. Mais finalement, les perturbateurs endocriniens, c'est ni plus ni moins que des micropolluants. Donc là aussi, il y a des changements de pratiques à instaurer pour que... Je ne demande pas d'arrêter qu'on utilise des produits cosmétiques, parce qu'il y a des gens qui sont passés à ça en disant on peut s'en passer. Non, c'est de raison garder et d'être dans l'information et dans une consommation raisonnée. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, donc, si on veut améliorer la qualité de l'eau? Donnez-nous, voilà, vous avez une baguette magique, vous avez la possibilité de faire 3 choses. Qu'est-ce que vous faites? La première, ce serait la formation des enfants à l'école. Pour reprendre... Alors moi, je vois encore les profs qui vont dire, attendez, on nous demande déjà de leur apprendre à lire, à écrire, en plus, non, il faut qu'on leur apprenne... Non, quand je dis former les enfants, c'est pas forcément leur donner des cours. Il y a un exemple qui avait très bien marché, que je reprends souvent, c'est le tri des déchets. Un des départements pionniers à l'époque, c'était le Jura. Et dans le Jura, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les enfants à l'école qui devenaient en quelque sorte les ambassadeurs du tri et qui, à la maison, étaient écoutés parce qu'ils avaient l'impression d'être importants. Ces enfants qui ont été formés, qui ont aujourd'hui 30-35 ans, eh bien, quand ils viennent en région parisienne, ils sont parfois effarés de voir que le tri n'est pas encore bien mis en place. Parce qu'ils ont ça dans leur gène, ils ont toujours été éduqués avec ça, ils ont vécu ça au quotidien. Si on fait la même chose sur des pratiques du quotidien et qu'on les sensibilise à la pollution de l'eau, parce qu'il y a l'image d'Épinal de dire arrêtez de vous brosser les dents en faisant couler l'eau du robinet, oui c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc je pense que la première chose que je ferais, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pragmatique, c'est l'éducation. Bruno Housset, vous montriez les signes cabalistiques que vous marquiez sur votre feuille. C'était juste pour dire que 1,5 kg d'eau, 24 heures, 17 kg d'air. Vous buvez à peu près 1,5 litre par jour, 1,5 litre, 2 litres, quand il n'y a pas de canicule, un peu plus. Et donc ça fait 2 à 3 kilos, si je vous fais ça comme ça grossièrement. On inhale 15 000 litres d'air par jour. Et ça fait 17 kilos. Et c'est dans cette air que vous retrouvez tous les polluants qui véhiculent en fait tous les polluants qu'on peut inhaler. 17 kilos. Vous êtes en train de dire que vous, pneumologue, vous êtes beaucoup plus important que... C'est une information que Régis Moëron, qui lui ne s'occupe que d'eau. On peut avoir une grosse pollution dans l'eau. Voilà. Je veux dire que la façon de véhiculer la pollution, l'inhalation est quand même un élément extrêmement important. Daniel Guiraud, ces problématiques de pollution de l'eau, c'est quelque chose qui vous préoccupe à la métropole? C'est un vrai sujet et au-delà de la métropole, sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones agricoles, il y a un sujet de pollution de l'eau par les nitrates. Et je suis très intéressé par ce qui est fait par Eau de Paris. Alors c'est l'organisme qui est chargé de collecter et de distribuer l'eau sur la ville de Paris. Ils se sont rendus compte, ils ont des zones de captage à l'ouest de l'Île-de-France. Ils se sont rendus compte que ça leur coûtait très cher de retraiter aux zones de captage l'eau qui est captée à proximité immédiatement de la source. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ont proposé aux agriculteurs dans un rayon, je ne sais plus combien, mais enfin en tout cas assez significatif, de passer en bio.
et que ça coûte moins cher de restructurer quelques exploitations agricoles dans un périmètre raisonnable autour des zones de captage que de retraiter l'eau. Je pense que c'est un peu la voie de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle de production agricole qui est basé sur la culture intensive, les gros rendements, etc., qui d'ailleurs, d'un point de vue économique, ne marche pas toujours. Et on voit bien, et c'est tout le problème de nos circuits courts, c'est que nous, on est parfois obligés d'aller chercher des aliments pour la restauration scolaire ou les repas des seniors à domicile, très loin, parce qu'il n'y a pas à proximité. Il n'y a plus la ceinture verte maraîchère autour de Paris. Il faut la recréer. Et je crois qu'un des enjeux du SCOT métropolitain, c'est comment on aide à la reconversion de cette agriculture. Actuellement, c'est du blé tendre, du colza, hein, c'est tout. Quand vous atterrissez, on prépare les avions aussi, quand vous atterrissez à Roissy-Orly, vous voyez que du vert foncé et du vert clair, c'est tout. Il n'y a pas un troupeau de vaches, il n'y a pas de culture maraîchère. Donc il faut recréer ça impérativement pour permettre de diminuer le transport entre le lieu de production et le lieu de consommation. Et on peut faire une pierre de coups. Ça permet aussi d'assainir les nappes phréatiques qui sont quand même sacrément polluées. On parle de la Bretagne, il n'y a pas qu'en Bretagne, mais partout en France, par les polluants agricoles. Je veux dire d'ailleurs que les polluants agricoles, on les retrouve aussi chez nous, poussés par les vents dominants. On trouve aussi une partie de pollution des substances qui sont injectées sur les cultures, quoi. Voilà, je pense que la question de l'eau est une question absolument fondamentale. Le Victoran ? Oui, deux choses pour revenir au tri. On le fait, bon, c'est-à-dire que les enfants, c'est pas forcément du scolaire, c'est du périscolaire. Le périscolaire, c'est les mères. Mais là encore, je reviens aux moyens. C'est-à-dire qu'il faut acheter des poubelles avec différents. Et c'est vrai que nous, les enfants, depuis 3 ans, dès qu'ils finissent de manger, ils mettent le papier là, on l'a mis en place. Et c'est vrai que plus vite on éduque et plus vite ça rend dans la vie. Mais là encore, si on continue à nous baisser les moyens, on sera obligé de faire des choix. Et c'est ça le vrai problème. Je veux bien que les mairies représentent toutes les compétences qui ne sont pas gérées par les ministères. Mais il faut mettre les lignes budgétaires en face, ça c'est clair. Je veux dire, ça c'est évident. Sur l'eau, souvent quand on a un pavillon, certains mettent un réservoir pour capter l'eau et pour arroser les plantes. Pourquoi on essaie d'imaginer sur Coubron, on capterait des réservoirs et on drainerait directement, plutôt que d'aller chercher de l'eau dans les robinets qui passent par un tout système, autant arroser directement avec l'eau de la pluie. Et ça ferait déjà des économies et il y aurait moins de choses à traiter. Un gros bidon sous je pense qu'on trouvera un autre moyen sous la gouttière, attendez. Mais ça existe beaucoup, vous savez, dans les pavillons, c'est vendu. Je veux dire, quand vous avez un pavillon, vous mettez ça, comme ça vous payez pas l'eau et vous arrosez vos plantes avec toute l'eau qui sort du toit. Ça c'est fait depuis longtemps pour ceux qui ont des pavillons et des espaces verts. Mais je voudrais appuyer autre chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est que la Commission européenne a engagé contre la France devant la Cour de justice pour manquement dans la lutte à la pollution de l'air. Donc là, on est en procédure. Qui va payer? Parce que les procédures sont abouties à des pénalités financières. Et voilà. C'est-à-dire qu'après, la note va arriver à la région Île-de-France parce qu'on va être ciblé, mais ça va revenir vers les maires. C'est-à-dire qu'on va payer, nous les maires déjà qu'on nous enlève l'argent, on va payer la pénalité pour la non-action de la France au niveau global sur certains territoires. C'est inacceptable. Et je dis, l'Europe a raison. L'Europe a raison de nous mettre un peu le couteau sous la gorge. Bon, maintenant, ça va se négocier 2-3, on va attendre 5 ans avant de payer, dans 10 ans, mais non, mais sauf qu'on va payer nous. Alors qu'on est les seuls, je dirais, acteurs efficaces sur le terrain. Donc on a la double peine. On paye, on met en place et on reçoit la pénalité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parlons de la pollution des sols. Régis Moiron, c'est la même chose que la pollution de l'eau. Est-ce que c'est lié ? Je dirais que pour les sols, il y a deux types de pollution. Il y a celle qui va arriver par l'eau, soit les précipitations, soit l'eau qu'on va utiliser pour les cultures ou pour le drainage, qui là va apporter son lot, charrier son lot de polluants, ou qui, si elle ruisselle sur des surfaces urbaines, va entraîner des particules. Et puis il y a aussi la pollution qui est apportée par tous les intrants agricoles. On parle des nitrates, on parlait de l'Europe qui va pénaliser la France concernant la pollution de l'air et l'inaction, mais on a été pénalisé pendant très longtemps pour manque d'action vis-à-vis des nitrates et des pollutions agricoles et de la mise aux normes des réseaux d'assainissement, enfin des stations d'épuration pour être plus précis. Donc les sols, oui, c'est une vraie problématique également, d'autant plus qu'en ville, on est en train de revégétaliser. Et je pense que ça a été évoqué quand vous avez parlé de tout ce qui concernait la gestion des eaux pluviales. De plus en plus, on veut aussi les infiltrer pour justement faire un traitement très localisé, éviter que cette eau se répande sur des grandes surfaces et charrie de la pollution. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place, qui se développe de plus en plus, mais on n'a encore pas de retour sur comment ces sols vont se polluer et accumuler la pollution.
Donc c'est aussi important de regarder cette nature qu'on va réintroduire en ville, mais pas simplement la réintroduire, il faut la suivre et faire en sorte qu'elle puisse se maintenir. Mais c'est l'eau qui pollue le sol ou c'est le sol qui pollue l'eau? Je dirais que dans un premier temps, alors, en ville, c'est plutôt l'eau qui a ruisselé sur les surfaces urbaines qui va polluer les sols. Daniel Guiraud, prenez un Des micro. pollutions, parce que surtout l'ancienne zone industrielle désindustrialisée, on paye aussi l'inconscience des générations précédentes qui ont pris aucune précaution, qui ont pollué gravement les sols. Il y a des problèmes de santé publique parfois. On a découvert des constructions qui ont été édifiées sur des endroits complètement pourris, puis ça remonte par capillarité. Bon, voilà, donc on a ça aussi. Je me souviens quand on a construit le Stade de France, par exemple. Le Stade de France, écoutez, moi j'ai j'ai connu le dossier parce que j'étais à Jeunesse et Sport à l'époque. Enfin, un peu avant que ça soit décidé à Saint-Denis, mais j'y suis un petit peu. Je pense que sous la chape de béton, là, en bas des parkings, si on creuse un petit peu, on trouvera des trucs, des résidus gaziers de la zone du ZAC. Du gaz de schiste Non, pas de schiste, du gaz produit par les gaziers, les gazomètres de la zone du Cornillon à Saint-Denis, oui, qui sont encore dans le sol, quoi. Bruno Housset, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais vous forcez pas, sinon. Je connais pas les appareils, donc je me méfie avant de prendre la parole. Ouais. Non, méfiez-vous. C'est bien d'avoir des participants qui se méfient. Voilà. Absolument. Non, c'était pour insister sur les particules fines et les particules ultra fines qui sont vraiment les plus toxiques et qui sont responsables des décès, 2/3 d'origine cardiovasculaire. Mais elles ne sont pas dans l'eau. Elles ne sont pas dans l'eau. Elles ne sont pas dans le sol. Non, il y a des péniches, on va parler des pas péniches. dans le sol. Donc vous êtes hors sujet. Donc, absolument. Ludovic Toro, sur la pollution des sols, vous avez quelque chose à dire? Non. Bon. Ça, au moins, vous voyez, je préfère ce type de Alors, réponse. Au moins, je c'est vais clair. quand même être en désaccord avec vous. Il y a des particules. J'ai rien dit. Si, sur les particules fines, il y en a également dans l'eau. Mais c'est Tout ce qui est C'est Bruno Housset qui l'a dit. Il a dit, c'est pas tout dans ce qui est l'eau. nanoparticules, Voilà. il y a aussi pas mal de nanoparticules qui sont véhiculées dans l'eau, qui peuvent être d'origine naturelle ou d'origine anthropique. Non, mais je sais que vous avez envie de parler de la pollution de l'air. On va y revenir si on a un petit peu de temps, puis on va répondre aux questions qui se posent. Un petit mot tout de même d'une pollution dont on parle jamais, et pourtant Dieu sait que celle-là, elle est nuisible, c'est le bruit. Le bruit. Comment se fait-il, et je me tourne vers les élus, comment se fait-il que les grosses motos qui font un bruit épouvantable ne soient pas interdites dans un pays où on aime autant interdire les trucs? C'est très compliqué d'interdire, et notamment quand il y a des rodéos diurnes ou nocturnes avec des grosses motos là, dans certains endroits. La capacité d'arriver à confisquer l'engin est pas toujours évidente. Hein. Donc il y a peut-être une évolution législative en la matière pour permettre. Non, mais même les normes, mais une Harley Davidson. Là, ça cumule à la fois le bruit et la pollution généralement, hein, ce genre de moteur à explosion qui fait beaucoup de bruit, c'est la double peine quelque part. Donc effectivement, mais sur la question du bruit, si on fait au papier calque la carte des populations les plus exposées au bruit, avec la carte des populations les plus exposées à la pollution, notamment le long des grands axes de transport, et la carte du RSA, on se rend compte en papier calque que c'est la même. Globalement la même, c'est-à-dire que les populations les plus défavorisées, les pauvres font plus de sont bruit. spatialisées. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, quand pas même. du tout. Sont spatialisées. Non, mais là, on est dans le moment politiquement correct absolu. Non, sont spatialisées à proximité, endroits les plus bruyants, Ouais. parce qu'en termes de commercialisation de logements, qui va louer dans les zones très sonores, ben forcément les personnes les moins favorisées. Donc les populations les plus défavorisées sont les plus exposées au bruit, les plus exposées à la pollution. C'est-à-dire que la question environnementale n'est pas détachable de la question sociale. Et on pourrait en parler également sur le reste à charge. Hein, c'est-à-dire que quand on subventionne pour les ZFE, pour aider les ménages les plus modestes à pouvoir changer de voiture, ou bien pour les rénovations thermiques à pouvoir changer la fenêtre pour les propriétaires occupants à revenus modestes, il y a toujours une petite somme qui reste à charge et qui souvent est rédhibitoire et empêche de déclencher l'opération. Donc ça, il faudrait qu'on puisse avoir des taux zéro garantis par l'État, parce que c'est le moyen, parce que là, on s'adresse à des populations qui sont précisément celles qui sont
pas prises en charge par le secteur bancaire, elles n'ont pas accès au crédit. Celle-là. Donc voilà, là il y a un truc à trouver en termes de réglementation et je pense qu'il faudra qu'on avance là-dessus. Nous on a engagé des discussions avec l'État, Patrick Ollier et moi-même on a eu des réunions. Le problème c'est que bien souvent l'État a laissé les clés du camion à Bercy et que les fonctionnaires de Bercy disent pas question, etc. Ça risque de nous coûter cher. Tout ça. Enfin, c'est facile de se C'est tourner toujours vers non, l'État quand même. Hein. Non, mais pas toujours vers l'État. Chacun prend sa responsabilité. Mais de ce point de vue, c'est pas nous qui allons décider, c'est l'État qui peut décider, pas nous. Vous voyez, il faut quand même qu'ils puissent progresser dans ce domaine. Ludovic Thoron. Alors, deux choses. Il y a la pollution qui vient de l'extérieur de votre habitation. Et si vous habitez dans un immeuble, il y a aussi le problème d'insonorisation. Et c'est vrai qu'à une époque, on a construit des immeubles où c'était pas du tout insonorisé. Et quelle catastrophe d'avoir un voisin qui fait du bruit. Je reviens sur les motos. Daniel l'a peut-être pas dit, mais je vais le dire, tant pis. C'est vrai que dans ma ville, il y a plein de rodéos. Ça n'arrête pas, et chez toi aussi. Ah non, vous n'avez plus de route déjà, donc... Oui, mais ils viennent dans les champs. Parce que quand vous faites du rodéo, vous en avez les champs. Et c'est une vraie catastrophe. Alors, attendez. Parce qu'il y a un truc important qu'il faut dire, que Daniel n'a pas dit. C'est que la préfecture de Seine-Saint-Denis interdit qu'on poursuive les motos. Ça, il faut que vous le sachiez. Attendez, la préfecture interdit. Oui. Quoi, depuis l'affaire où il y avait. Non, depuis en fait des événements qui ont eu lieu chez nous dans le département de Seine-Saint-Denis et qui fait que ça a mis le feu à toute la France, donc on veut éviter. Donc aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, la police nationale ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est sur une moto avec casque sans casque qui fait du rodéo. C'est interdit. C'est bon à savoir ça. Non mais mon problème à moi, moi je suis chef de la police municipale, donc moi j'ai autorisé ma police municipale à les poursuivre, c'est ce qu'on fait, et donc on arrête. Mais quelque part, si on commence à autoriser les gens qui font du bruit, pour des raisons que moi je pense non recevables, à continuer à faire du bruit, ils continueront à faire du bruit, c'est clair. Et ça c'est un vrai problème. La Seine-Saint-Denis est un département comme les autres, on doit appliquer les mêmes lois pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de rodéos, il y a beaucoup de motos, on le sait très bien. Je comprends qu'on n'essaie pas de les choper en pleine vitesse, parce que c'est accidentogène, forcément, une interpellation d'une moto qui roule. En revanche, il faut identifier où est-ce qu'elle se trouve et les confisquer à l'arrêt. Parfois, on arrive à l'identifier où elle se trouve, et on ne peut pas les confisquer à l'arrêt parce qu'il faudrait une décision judiciaire qu'on n'a pas toujours. Daniel, pourquoi l'autoriser dans les autres départements et pas dans le nôtre? C'est ça mon problème. C'est pourquoi avoir des lois différentes. Les gens connaissent les lois. Donc je veux bien ce que tu dis, c'est accidentogène de courir après un délinquant qui est en moto. Mais dans ces cas-là, on l'applique à toute la France et on cible pas un département pour des raisons qui sont irrecevables. Mais c'est un formidable sujet, ça. Hein. Non, mais il faut parce que personne n'est au courant de cet état de fait. Tous les conducteurs de moto. Ah oui, non, mais enfin bon, peu importe. C'est aux médecins que je m'adresse. Le bruit, ça tape sur le système. C'est vecteur aussi d'un certain nombre de troubles, quoi. De maladies, oui, de maladies psychiques, psychiatriques, et puis de maladies cardiovasculaires. On a montré que ça a augmenté l'hypertension artérielle, ça a augmenté les accidents coronariens, les accidents vasculaires. Donc effectivement, il y a une pathologie qui est associée à la pollution par le bruit. Et Bruit Parif, tout le monde connaît Air Parif ou presque, mais il y a une agence qui s'appelle Bruit Parif et qui mesure le bruit. Qui fait pas beaucoup de bruit d'ailleurs. N'est-ce pas suffisamment, oui, je vous ai tendu la perche là quand même. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est facile, mais n'en laissez passer aucune. Bruit Parif mesure le bruit sur la région parisienne et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez ce chiffre en disant que 80% des habitants... 77. 77%, soyons précis. Il faut être précis. Oui, ici, on est j'aime bien le plus ou moins, parce que bon. Et donc, effectivement, 77% de la population est exposée à un bruit qui est au-dessus des normes admises. Donc, il y a un vrai problème sur le bruit et c'est aussi un problème de santé. Messieurs Beckman et Moiron, sur le bruit, vous vouliez rajouter quelque chose ? Revenir sur le fait que en fait, le bruit et la pollution de l'air, c'est très souvent corrélé et c'est les mêmes qui souffrent plus. Donc il y a cette question d'inégalité sociale face à la fois au bruit qu'à la pollution, ce que M. Guiraud a mentionné. Oui, je suis vraiment d'accord. Les plus pauvres qui s'installent le long des autoroutes et des endroits qui sont à la fois les plus bruyants. Donc il y a des lieux de multipollution et qui ne sont pas agréables à vivre après. 3 aéroports. Trois aéroports. J'ai retenu ça, 3 aéroports. Et c'était dans le petit film, les 3 aéroports. Oui, absolument. Et la cartographie du bruit qui a été publiée récemment par Bruit Parif montre qu'il y a vraiment, en regard de chaque aéroport, une augmentation du bruit et des risques associés. Bon. Alors je ne parle pas de la pollution de l'air, là. Je parle du bruit. Donc on est dans le sujet. Alors, je vais... On a un plan de prévention métropolitain du bruit. Micro.
Je dis que nous avons un plan métropolitain de prévention du bruit, avec des opérations pilotes sur un certain nombre de villes pour essayer de trouver des solutions contre les sources d'émissions sonores néfastes. Donc je nous résume, messieurs. Si quand on est à l'extérieur, il y a de la pollution à cause des véhicules, il ne faut surtout pas aller se baigner à cause de la pollution de l'eau. En plus, il y a du bruit. Donc la solution, c'est donc de rester chez soi. Sauf qu'une fois qu'on est chez soi, on s'aperçoit que l'air est encore plus pollué qu'à l'extérieur et que si on ne prend pas sa voiture et qu'on se dit qu'on va prendre le métro, les couloirs du métro sont 11 fois plus pollués que les rues de Paris. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette pollution intérieure, Bruno Housset? Enfin, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Absolument. Il y a des études qui ont été menées sur la pollution intérieure et on sait qu'il y a une pollution qui est spécifique. On dit que grosso modo 60% de la pollution extérieure, on la retrouve à l'intérieur parce que c'est pas complètement hermétique. Et le reste, c'est une pollution spécifique par l'émission d'un certain nombre de substances qu'on appelle les composés organiques volatiles. Et donc le formaldéhyde, par exemple, est un composé organique qui peut être toxique et agresser les bronches et favoriser, par exemple, le développement de crises d'asthme. Donc il y a une pollution qui est spécifique au milieu intérieur et comment s'en débarrasser? En ouvrant les fenêtres et en ventilant les locaux. Et il faut prendre cette habitude de ventiler les locaux. Alors, peut-être pas au pire moment de la journée où il y a un pic de pollution. Et ça, vous pouvez être informé des pics de pollution. Il y a plein d'applications maintenant qui sont disponibles et qui vous donnent le niveau de pollution et son évolution prévisible dans les heures à venir. Et donc, il est préférable, c'est l'application que vous utilisez pour aller courir. Air Paris fait en étude. Et donc, c'est vraiment de ventiler les locaux. Ça pose un problème parce que les nouveaux bâtiments sont des bâtiments dits basse énergie et on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Absolument. Je sentais venir la question. Oui, oui, absolument. Et donc, le point important, c'est la ventilation mécanique contrôlée qui permet de renouveler l'air dans les bâtiments. Et ça pose des problèmes. La clim, quoi. C'est pas exactement la même chose. Non, non. Chez vous, vous avez une ventilation mécanique contrôlée, normalement. Chez moi. Chez vous, dans votre appartement, dans votre logement. J'ai une fenêtre. VMC. Oui, mais vous avez probablement... avec une poignée. Et oui. Mais il y a aussi, c'est aussi le cas chez moi, mais il y a aussi une VMC qui assainit l'air et qui normalement... Oui. Ça assainit. Effectivement, dans la salle de bain, et alors quand vous regardez le filtre, il est tout noir. C'est dégoûtant. Oui, il faut nettoyer les filtres. Ouais. Monsieur de la Garde, il faut nettoyer les filtres. Mais attendez, personne ne me dit rien. Ce soir, vous aurez appris quelque chose. Mais ces réunions du Grand Paris ont fait de moi un homme nouveau. Ça, je peux vous le dire. Le nombre de trucs... Juste encore un point, c'est sur le métro. Effectivement, il y a des pics de pollution particulière dans le métro, notamment avec l'arrivée, quand les rames arrivent en station. Parce qu'elles freinent. Parce qu'elles freinent. Alors, c'est bien qu'elles freinent pour qu'on puisse descendre de temps en temps. Donc, les freins libèrent des poussières qui ont une nature. Alors ça, on n'a pas discuté de ça, mais les particules que vous inhalez, c'est pas uniquement leur nombre ou leur surface, c'est aussi la qualité de ces particules. Quelle est la nature de ces particules? Qu'est-ce qui est absorbé à la surface? Il peut y avoir des pollens, il peut y avoir des substances carcinogènes, il peut y avoir plein de choses. Et donc les freins ont des métaux associés, et donc vous inhalez des poussières qui contiennent des métaux. Heureusement, vous n'êtes pas tout le temps en attente du métro, dans le métro parisien. Non, mais vous êtes exposé. Mais les conducteurs de métro, ils oui, sur le personnel qui travaille dans le métro, il y a un sujet qui a déjà fait l'objet de nombreux articles et sujets, parce qu'on aime bien ça. Ça me permet encore, si vous me laissez encore la parole... Allez-y, Bruno, vous êtes ici chez vous, vous savez. C'est le modalité d'aération du métro. En fait, il y a des bouches d'aération qui ne sont pas filtrées. Donc l'air est expulsé et puis on fait rentrer de l'air frais. Mais l'air expulsé n'est pas filtré. Et donc vous avez l'expulsion d'air qui est pollué. Et donc, c'est pour m'amener à un autre sujet qui s'appelle Pollutrack. Pollutrack, c'est un système qu'on a mis, c'est un consortium avec la ville de Paris, Air Paris, etc. Et en fait, on mesure sur des voitures d'Enedis, il y a un capteur de PM2.5, et donc on a une cartographie en temps réel de la pollution dans les rues de Paris, et même un peu plus au-delà, par les PM2.5. Et là, on se rend compte qu'il y a des points noirs. Et ces points noirs, alors là, peut-être, vous savez ça, il y a des fausses façades dans Paris. Vous savez ça ou pas ? Je suis totalement déprimé par tout ce que vous me racontez. Ça, c'est un effet habituel. Donc allez-y, parce que là, c'est un effet habituel. Et donc, ces fausses façades, en fait, masquent les bouches d'aération du RER. Et quand vous passez devant avec ces voitures d'Enedis, ça fait des points noirs, parce que c'est effectivement extrêmement chargé en particules.
Donc l'intérêt de ce système qu'on appelle Pollutrack, c'est d'identifier en fait des points dans Paris qui sont particulièrement pollués par les PM2,5 et sur lesquels on pourrait agir. Malheureusement, les SDF, lorsqu'il fait froid, ont tendance à se coucher sur ces bouches d'aération qui leur amènent de l'air chaud, Oui. mais extrêmement empoisonné. Oh là 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 là. Non, pas du tout. Mathias Beckmann, je suis au fond du trou là. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de faire mes valises et d'aller m'installer. D'ailleurs, je ne sais pas où. Peut-être que sur Mars, la qualité de l'air est bien. Est-ce qu'on peut être autre chose qu'extrêmement anxiogène? Ouais, c'est une question. Bah oui, on se rend pour certains, on se rend compte que il y a des problèmes environnementaux multiples et qui sont liés, et que parfois, si on veut résoudre un problème, on va empirer l'autre. Parce qu'évidemment, on va pas dire on prend plus le métro parce qu'on prend la voiture, donc on va polluer d'autant plus. Et surtout, on va émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc également, impact sur le climat. Et donc parfois, on est un tout petit peu coincé dans le chemin que nos sociétés ont pris. Et il n'y a pas toujours des solutions simples. Et il y a ce terme de développement durable qui suggère que, en fait, si on s'y prend bien, on sait de façon durable résoudre tout un tas de problèmes. Et ce terme, aujourd'hui, il est désuet. Et il est parce que ça marche pas si facilement. On est allé très loin dans un sens et peut-être trop loin. Et parfois, parfois ça fait des effets anxiogènes ou un peu de déprime. Il y a toute une pensée, une école de pensée autour de la collapsologie. Autour de cela, qui parle d'un effondrement de notre société thermo-industrielle, comme elle est appelée. Et ça veut dire simplement, on va pas pouvoir probablement continuer selon les mêmes modes de faire qu'on fait aujourd'hui. Parfois, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, et c'est anxiogène. Alors, je vais vous dire une chose, Mathias moi, Beckmann. je pense aussi. J'avais pas le moral. Eh ben, je l'ai encore moins. Non, tout à fait. Et c'est, lisez ces livres, ça fout un peu le bourdon. Ceci dit, il y aura un après forcément. Il y a un après forcément. Après la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il y a eu plusieurs hauts et bas. Donc peut-être avec le type de système qu'on a, on est arrivé à une fin et qu'il faut passer très fondamentalement sur autre chose. Alors ceci dit, je suis aussi quand même, je pense qu'il faut avoir tous les leviers d'action que nous avons à notre disposition. Il faut quand même s'en saisir. Il faut s'en saisir. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des plans comme ça. Les élus, on espère. Ouais. Donc ça sert à rien finalement de rester sur cette sorte de déprime, des problèmes qui nous dépassent. Et on n'a pas de choix que d'aller de l'avant d'une façon, mais peut-être de façon fondamentalement différente de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut rester dans le système dans lequel on est actuellement, ou il faut radicalement un autre système? Et c'est un grand débat où moi je n'ai pas de réponse facile. Hein, et je vais préciser votre question et la poser à Régis Moiron, parce que vous comprenez bien que à travers ces questions, on est en train de clôturer cette table ronde. Il faut changer de système. Alors, finalement, c'est ce que vous nous dites tous, quoi. Hein, peu ou prou, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Est-ce que ce changement de système, il est forcément extrêmement douloureux? On a du mal à changer ses habitudes quand on est persuadé qu'on a des bonnes habitudes. Donc, moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est l'obsolescence programmée. Si on regarde la machine à laver de nos parents ou grands-parents, elle durait 25, 35 ans. Aujourd'hui,
quand vous faites venir votre réparateur et vous dites « Ah ben j'ai un souci avec ma machine, mais elle a quel âge ?» Elle a 15 ans. Mais c'est exceptionnel. 15 ans, attendez, vous délirez là. Ah ben non, 3 ans, attendez. Non, la dernière, elle a duré 15 ans quand même. Chez Darty, c'est garanti gratuitement jusqu'à 3 ans. Donc vous savez qu'après 3 ans, ça tombe en panne. Mais voilà, il y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué le rôle des politiques et qui, eux aussi, doivent mettre en place des réglementations. Mais ces réglementations, elles sont à destination d'industriels qui doivent aussi changer leur façon de voir et d'être un peu plus vertueux. Et on peut se poser la question. Là, on parlait aujourd'hui, on a tous des smartphones et autres. Mais est-ce qu'on est obligé de le changer tous les 3 ans ? Comme nous le proposent, pour ne pas dire nous l'imposent, les opérateurs. Ah oui, mais ça tombe en carafe. Et puis si on ça tombe en carafe quoi ? C'est parce que vous voulez qu'aller beaucoup plus vite. Si on ne change pas, on va vous expliquer qu'il y a des tas de gens qui travaillent dans les usines de smartphones et ils vont se retrouver au chômage, ils seront très malheureux. Alors ça, c'est l'argument. Mais oui, c'est l'argument. C'est l'argument. Aujourd'hui, quel est le pays qui a été le plus touché par ça ? La France a perdu énormément d'emplois industriels. Et pourtant, on continue à consommer les smartphones, à changer sa machine à laver, en tout cas la vôtre, tous les 3 ans. Mais donc, on peut se poser des questions. Mais donc, vous avez raison de poser des questions et puis surtout d'apporter aussi des bonnes réponses. Je change ma machine à laver tous les 3 ans, mais il nettoie le filtre SAVMC tous les 9 ans. Micro. C'est peut-être qu'il a pas de micro. un meilleur fournisseur. Finalement, c'est très bien que vous n'ayez pas de micro. Bon, Bruno Housset, rapidement, c'est forcément douloureux de changer notre façon de faire pour arranger un tout petit peu ces problèmes de pollution. Oui, c'est pas facile, on l'a évoqué, hein, changer ses habitudes, c'est quelque chose de compliqué, mais il faut savoir qu'il y a des forces d'opposition. Il y a des lobbies qui se battent pour maintenir le diesel, pour maintenir en fait et ce sont des lobbies qui ont en fait des motifs économiques. Dire il faut réduire l'émission de polluants, ce qui paraît la chose la plus logique. Vous êtes d'accord avec moi ? Si on veut réduire la pollution, il faut réduire l'émission de polluants. Réduire l'émission de polluants, ça a un coût. Et donc on se heurte à des lobbies qui sont extrêmement puissants. Hein. Le Dieselgate, c'était quand même quelque chose qu'on continue de vivre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les constructeurs automobiles nous racontent des cracks. Hein. Donc il faut vraiment se battre aussi. C'est-à-dire qu'il faut changer ses habitudes, c'est pas facile, mais il y a aussi des forces d'opposition contre lesquelles il faut se battre. Ludo Victoro. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Évidemment, Apple a reconnu qu'il a trafiqué ses téléphones pour qu'on les rachète rapidement. Les voitures, il y a eu un scandale avec les essais qui ont été faits, qui sont les essais qui sont faux. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. J'ai dit au professeur Rousset. Mais ce qui est incroyable, c'est que Volkswagen n'a même pas vu ses ventes diminuer. Mais parce que c'est une belle voiture, ça va vite et ça brille. Donc, si vous voulez, on est encore attiré par ça. Il faut changer les mentalités. Mais quand ces grandes marques nous disent pas de problème, on a mis des super filtres à particules qui sont en fait pires parce qu'ils laissent passer des tout petites particules. Ça, c'est une autre chose, un autre débat. Mais j'ai dit, mais pourquoi ils font pas rentrer, mais c'est au gouvernement de le faire, des professeurs de pneumologie pour voir ces filtres à particules. Tout ça, ça va coûter très cher, d'accord ? Et à mon avis, en effet, le politique, mais nous, à notre niveau, on n'est pas ministre, ni toi ni moi, pour l'instant. Je crois pas. T'en réponds moi. Non, d'accord. Et donc, on n'est pas ministre. Même quand vous interrogez un ministre, il vous dit, vous savez, je peux pas changer grand-chose. Et ben voilà, c'est notre vrai problème. C'est que dans les autres pays, ça change et ils peuvent pas. Donc, on est obligé, nous, à la base, de galérer, de mettre des ZFE, alors que ça aurait été avoir un message à donner de la part du ministre de l'écologie, l'ancien qui est parti, et tout ça n'a pas mis en place. Donc, nous, on le fait localement. Que ce soit de droite ou gauche, on a dépassé ces clivages. À la métropole du Grand Paris, maintenant, c'est fini, je vous dire, c'est terminé. On essaie de faire tenir nos villes, le PT et la métropole du Grand Paris. Quand j'ai interviewé le professeur Rousset, j'ai été le voir, et donc ça va tourner bientôt sur le site de la métropole. Il avait la même chose que moi. On a un capteur. Je ne l'ai pas amené, je l'ai oublié. En fait, c'est un petit capteur qu'on a tous les deux et qui, au moment-là, va vous dire combien il y a de CO2, combien il y a de produits volatiles et combien il y a de microparticules de 5 et 10. Alors, peut-être pas que c'est peut-être pas la panacée, mais tous les deux, sans se concerter, on avait ça. C'est-à-dire, à n'importe quel endroit où on va, on et où est-ce que vous achetez ça ? Vous rigolez ou quoi ? Je ne vais pas vous dire la marque et l'endroit. Vous regardez, tapez sur Internet, d'accord ? Ça s'achèterait en Chine. Mais non. Ça, ouais. Celui-là, il dure bien. On a tous les deux le même. On s'était pas concerté. Mais non, parce que je trouve que voilà quelque chose de positif, quoi. Enfin bon. Alors, j'en avais parlé au président Ollier. On va peut-être travailler un peu là-dessus, mais c'est important parce qu'avec ce capteur, vous vous rendez compte au moment X que vous respirez un air pollué. Et les sportifs font ça maintenant. Certains sportifs font ça. Pourquoi ? Parce qu'un sportif, ça ventile plus.
Et donc, ça va ventiler plus de saloperies. Et donc, si vous voulez, on dit faites du sport, mais faites du sport dans une qualité de l'air qui est bonne. Sinon, vous allez tomber plus rapidement malade. Donc, ce capteur qu'on a, je ne vais pas faire de la pub dessus. Moi, ça me sert à aller. Je l'ai oublié aujourd'hui, à venir dans des conférences, le sortir et vous dire, sortez vite de la salle, quoi. C'est ça, en gros. Alors, vous y restez pour écouter. On a déjà suffisamment de mal à les remplir que vous n'allez pas nous les vider. Hein. Ok, voilà. Daniel Guiraud, vous avez une grosse mission là. Vous avez 1, le mot de la fin, et 2, la mission de faire en sorte qu'on ne se précipite pas immédiatement sous un métro en sortant pour en finir, parce qu'on est totalement déprimé. Donc vous allez nous dire que les politiques, il y a quand même des choses à faire, qu'il faut... La mission est évidemment non seulement essentielle, ardue, que la pente est raide et que la route est droite, mais que on a peut-être des raisons d'espérer. On a des raisons d'espérer. Et tout ça en 40 secondes. On a des raisons d'espérer. À la COP21, j'ai participé à une séquence où il y avait Alain Juppé. Juppé disait, pour emporter l'opinion, il y a 2 sujets. Je ne suis pas du même bord politique que lui. Nicolas. Oui, c'est toi qui rapproches moi, c'est bien. Bon, Alain Juppé disait, il y a deux sujets qui vont permettre de gagner la bataille d'opinion. C'est parler aux gens de la santé, la santé de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et du pouvoir d'achat. Parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais c'est vrai que c'est peut-être pas douloureux, mais c'est contraignant, hein, les nouvelles mesures indispensables. Elles peuvent aussi détruire des emplois, mais elles en créent énormément. C'est-à-dire qu'il y a un gisement d'emplois d'avenir sur le secteur de la transition énergétique qui est absolument considérable. Et je crois qu'il est important de savoir communiquer sur les résultats. C'est-à-dire, on est mauvais là-dessus. On est très mauvais. En France, c'est une tradition. On ne sait pas évaluer, on ne sait pas, rendre compte de l'action publique. Mais chaque fois qu'on entreprend une action, il faut l'évaluer sérieusement et communiquer sur les résultats, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient bons. Parce que la plupart du temps, ils seront relativement bons, voire même tout à fait bons. Et je crois qu'il est important que les femmes, les hommes dans ce pays se rendent compte que la contrainte qui s'impose ou qu'on leur impose pour arriver à sauver l'environnement, eh bien, ça fonctionne, qu'il y a des résultats. La pire chose serait de penser que c'est un gouffre sans fond, un puits sans fond et qu'on n'y arrivera pas. Moi, je suis persuadé qu'on y arrivera, que les petits ruisseaux font les grandes rivières, que c'est l'affaire de tous. Il y a du citoyen, de l'usager, de l'élu local, des grandes entreprises, des petites PME, ici en France, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, ça va partout. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut mettre en synergie. Et je pense qu'il grâce au SCOT. Oui, le SCOT contribue modestement, mais avec détermination, à cette fin-là. Hein, donc c'est ça qu'on recherche. Et je pense qu'on va y arriver, simplement parce qu'on est rentré dans une nouvelle période. Moi, j'observe de façon empirique dans le milieu dans lequel j'évolue. Je vois les choses en train de changer. Même si l'ambition est très très forte, que le temps nous est compté, je pense quand même qu'on doit pouvoir y arriver. Et l'humanité a surmonté des crises. Celle-là, il faudra la surmonter parce qu'elle est vraiment majeure. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs. Je voudrais également, puisque c'est la dernière de ces 12 réunions publiques, remercier ceux sans qui ces réunions n'auraient pas pu avoir lieu. Alors évidemment, les techniciens du soir, Rodolphe, Corentin, Rémi pour le son, la lumière, les images, Denis Houdard, le régisseur toujours là, Caroline Martret de Smart Even, qu'elle soit également grandement remerciée, puis Simon Mazatchik, Émilie Bajolet, Manon Bouvier, nos hôtesses, ne les oublions pas, Morgane et Clémence, et puis évidemment tous les gens de la métropole du Grand Paris, Nicolas Rondineau, grâce à qui nous avons des tas de questions sur cette tablette, Marianne Cueil, cheville ouvrière de ces réunions, Sandra Chopin, sans qui rien ne pourra exister, et Valérie Lenain, qu'elle soit également remerciée. Voilà, j'espère que... On peut parler de aller salle, même si tu arrives en retard. J'espère que je n'ai oublié personne, mais j'ai probablement oublié des gens. En tout cas, soyez tous remerciés. C'est la fin de ces réunions publiques. Applaudissements pour nos participants.